Virginie Vota est devenue woke. Elle nous explique ça dans sa dernière vidéo. Pourquoi est-ce qu'elle n'est plus anti-féministe? Alors, on va regarder cette vidéo de moïsation. Je rappelle que la moïsation, c'est justement ce moment où les gens doivent choisir leur camp et où ils choisissent la droite ou la gauche. Alors, c'est peut-être pas d'ailleurs une moïsation sur ce coup-là parce qu'elle était très, 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 très à droite. Et donc aujourd'hui, elle serait devenue woke. Non, en réalité, elle n'est pas devenue woke. Elle est toujours très, 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 très à droite, mais elle n'est plus anti-féministe d'après ce qu'elle nous dit. Alors, si vous connaissez pas Virginie Vota, c'est une meuf un peu du lore Civitas, qui a fait des vidéos avec Conversano. Donc c'est vraiment l'extrême droite, très, très, très dure, et qui faisait des vidéos justement sur l'ordre naturel des choses, pourquoi les femmes devaient lutter contre les féministes. Enfin, c'est un peu une Thaïs, mais qui aurait pas surjoué le côté boutiquière, chasseuse d'incel de Thaïs, mais qui était plus sur un côté catho, tradi, scoutisme, anti-vax, Saint-Pédis, quoi. Enfin, le truc, un peu le lore très précis de catho d'extrême droite. Et donc, on va regarder ça avec Dr Zoé, notre spécialiste féminisme. Dr Zoé, comment ça va? Salut tout le monde, bah écoutez, ça va très bien. On va regarder donc cette vidéo qui a surpris beaucoup de monde, faite par Virginie Vota. Alors, Padu ne l'a pas encore vue, moi je l'ai vue. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à en dire. Je souscris totalement à la présentation qu'en a fait Padu. C'est vraiment la partie initialement, hein, il y a quelques années, catholique d'extrême, tradicato d'extrême droite, quoi, en gros. Moi, alors, j'ai pas regardé tout son contenu, mais j'avais quand même écouté quelques petites choses à l'époque. C'est une femme qui avait donc une chaîne YouTube et elle présentait son histoire comme quelqu'un qui serait issu en fait d'une famille de gauche, progressiste, athée, et qui s'est baptisée, qui s'est convertie au catholicisme assez tard, je crois entre ses 20 et ses 25 ans, et qui est Les nouveaux vraiment. convertis, c'est les pires de toute façon. Bah, alors, en tout cas, elle a eu vraiment une pratique, enfin, en tout cas, elle s'est vraiment orientée vers une pratique très, voilà, rigoriste, et elle avait l'essentiel de son contenu qui était un contenu antiféministe, en fait. Et elle partageait un petit peu de sa vie perso. Il y a quelques années, elle a dit qu'elle s'était fiancée. Et ensuite, je crois, il y a à peu près 3 4 ans, elle a arrêté de faire du contenu. Et pendant 3 4 ans, elle n'a pas fait de contenu. Alors, de ce que je comprends, enfin, vous verrez, elle l'explique, elle a continué à avoir une petite activité de tenue de blog, etc., pour parler de trucs de beauté et tout ça, mais plus du tout, en tout cas, de vidéos qui parlaient de politique, de sujets sociaux et notamment de féminisme. Elle était très, 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 très antiféministe, hein. Et tenait un discours de nécessité de soumission de la femme à son mari, etc., qu'elle adossait beaucoup au dogme catholique. Elle en avait une vision, enfin une lecture très réactionnaire, hein. Toutes les personnes catholiques n'ont pas cette lecture-là de leur religion. Et voilà, donc elle a disparu pendant 3 4 ans. Alors moi, je m'étais dit, bah, elle a dû se marier, avoir des enfants et du coup être occupée à autre chose. Et là, elle revient avec cette vidéo. Et voilà, bref, on va regarder parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ouais, alors il y a quelqu'un qui dit: «Pourquoi est-ce que, ce seraient les pires, les nouveaux convertis?» Alors je rigole un petit peu évidemment, mais il y a quand même ce phénomène chez les néo-convertis, qui ressemble à ce que Lénine décrit avec le gauchisme, hein. C'est-à-dire que quand on est nouveau converti, des fois on est un peu extrémiste dans un truc parce qu'on idéalise un peu quelque chose. Et moi j'ai vu ça notamment chez les catholiques. Certains gens catholiques depuis leur naissance et tout, qui sont au final un petit peu plus mesurés que d'autres qui deviennent catholiques et qui directement se disent: «Ah ouais, non, mais les vrais catholiques, c'est ceux qui vont à la messe en latin, c'est ceux qui font ci, ceux qui font ça, ceux qui». Puis en fait, ça tient pas forcément dans le long terme tout ça, ou alors ça peut finir justement en arrondissant les angles, quoi. Et elle me semblait être un peu là-dedans, quoi, dans un, dans un néo, une conversion, qui était, très, très, absolue, quoi. Mmh. Donc on va mater, sa vidéo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Ça rappelle, excuse, que chez Saint-Pédis, ils n'ont pas besoin d'être nouveaux pour être extrémistes, et c'est vrai, hein, qu'il y a aussi Mmh. historiquement une branche du catholicisme extrêmement réactionnaire et d'extrême droite qui ne représente pas enfin, voilà, la majorité ni la Qui représente totalité même des très personnes peu de monde, je pense, Ouais, dans le voilà, catholicisme, hein. C'est mais aussi par une des contre, sérieux. ouais, voilà, mais par contre, c'est vraiment des gens qui ont une vision très politique aussi, et qui, voilà, sont dans des milieux d'extrême droite, etc. Et bien sûr qu'il y a des lectures de la religion catholique. Enfin, je veux dire, il y a eu des expériences, notamment en Amérique latine,
avec la théorie de la libération, etc., de versions très à gauche en fait du catholicisme. Et je crois que tu avais fait une capsule là-dessus, pas du, Ouais, sur il me semble. la théologie de la libération, on avait fait ça, ouais. Ouais. Mais en plus de ça, mmh, attends, j'avais un truc à dire, je sais plus ce que tu racontais, je voulais rebondir, On mais parlait après de Saint j'ai Pie, on parlait de Saint Pie X et du fait qu'il n'y avait pas besoin d'être un nouveau converti pour être un extrémiste. oui, non, je voulais dire, ouais, contrairement, aux musulmans intégristes qui existent aussi, les, catholiques intégristes ont beaucoup de relais politiques. Oui. Alors beaucoup, ils dirigent pas non plus, la droite française, mais ils ont quand même des relais, politiques aberrants par rapport à ce qu'ils représentent dans la société française. C'est-à-dire que des gens qui sont, intégristes, Saint-Pédis, il y en a très peu, alors qu'en fait, ils ont un réel pouvoir et des réels relais quoi Mm. dans la politique de droite française, quoi. Donc c'est quand même à noter, quoi. Et une vraie Donc organisation, c'est comme ça qu'à la Manif pour tous, en fait, ils ont réussi à mobiliser énormément de monde. C'était très organisé, il y avait des bus qui emmenaient les gens faire les manifs et tout. Enfin voilà, c'est vraiment, même si c'est pas très nombreux, c'est des gens qui sont organisés pour peser politiquement. Bonjour les amis, je ne sais pas si vous êtes encore là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Mais ça fait plusieurs années aussi que je réfléchis à réaliser celle-ci pour mettre... je trouve pas qu'elle est elle est giga flippante l'intro de la vidéo. Tu On trouves? croirait qu'elle a été non, mais on croirait qu'elle a été prise en otage pendant 5 ans. Elle est Ouais. là, «Ça fait longtemps que j'ai pas fait» alors je sais pas si elle parle tout le temps comme ça, mais tu sais, elle est très lente, Voilà. tu sais, le ton un peu monotone et tout, c'est un peu chelou comme début de vidéo. Elle a toujours eu un côté un peu, en fait, c'est vraiment aussi quelqu'un qui valorisait une forme de féminité, très, essentialisante, très, voilà, la nature des femmes, c'est la douceur et cetera. Et donc je pense que, C'est Marine elle, Tondelier, quoi. en version d'extrême droite, non, en vrai, moi, c'est pour ça que les takes, de Marine Tondelier et tout, enfin, que parfois Sandrine Rousseau peut avoir, pas tout le temps, hein, mais certaines, qui ont un peu cette tendance à dire: «Voilà, les femmes, c'est le care, elles vont bien s'occuper de la planète et tout». En fait, idéologiquement, ça se rapproche de ces visions-là et c'est pour ça que moi j'ai un problème avec ça. Mais Ouais, non, mais je suis d'accord, hein, tout le lore sorcière, oui. machin et tout, je comprends le côté empowerment, tu vois? Mmh. Genre, oui, on redécouvre notre féminité et tout et ça peut être bien, mais par contre, Mmh. la le préjugé épistémologique, tu vois? De dire, en fait, la nature biologique féminine est en tant que telle quelque chose qu'on doit valoriser et tout, ça peut finir dans des choses extrêmement réactionnaires, hein. Mmh mh. Parce que je vois pas pourquoi à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas, commencer à dire: «Oui, mais en fait, bah, les hommes comme ils sont, comme ils sont plus forts, ils doivent diriger». Tu vois? Tu peux dire raconter toutes les conneries que tu veux à partir de la nature, tu vois? Et c'est toute la problématique, hein. Évidemment. à jour Allez Virginie. d'évolution des idées que j'ai pu exprimer dans mes vidéos sur cette chaîne YouTube depuis 2016. Nous sommes en janvier 2025. 9 ans après, il est évident que je ne suis plus la même personne et que je ne partage plus les mêmes convictions dans tous les domaines en tout cas. Comme on dit, Internet n'oublie rien. J'en avais parfaitement conscience en créant cette chaîne YouTube, puisque j'étais déjà blogueuse, par exemple, depuis 2008. À l'époque, je parlais des soins capillaires avec des matières premières naturelles, biologiques. Je voulais... Tu Marine vois la Tondelier. pipeline? Ouais. Tu vois la La pa pipeline? Tu commences à utiliser, de l'huile de je sais pas quoi pour tes cheveux et tu finis avec Daniel Conversano en train de faire une vidéo. Attends, on pourrait juste montrer un peu les vidéos de Ah sa ben, chaîne. vas-y, hein. Avec des vidéos avec marqué «Le travail, c'est la liberté». Ah putain, les vidéos de nazis, quoi. «Le travail rend libre», Non, hein. J c'est chaud, hein. Elle a Non au vraiment, hashtag #MeToo. Ces ouais. féministes veulent éliminer les hommes blancs. Putain, mais elle est matrixée. Elle est matrixée, quoi. Elle a changé. Ouais, elle a changé, elle a changé, Tu vas voir. on va voir ça, on va voir ça. Faut regarder quand même qu'elle a, un ratio, de 33 de pouces rouges, donc c'est important, Bah, à noter, alors quoi. évidemment, comme toutes les femmes d'extrême droite, elles sont très peu nombreuses par rapport aux hommes qui font du contenu sur internet. Alors ne faisons pas trop les malins à gauche, globalement, les femmes sont beaucoup moins nombreuses à parler de politique publiquement que les hommes, hein, y compris à gauche. Bah, à droite, c'est encore plus marqué et à l'extrême droite particulièrement. Et donc le peu de femmes d'extrême droite qu'il y a eu dans ce Lore ont été très relayées et cetera. Elle a fait du contenu avec Rochdy, avec toutes les grands noms de l'extrême droite internet, de l'époque. Et du coup, elle a un public qui attend ça d'elle.
et ce public-là est extrêmement intransigeant avec enfin, extrêmement misogyne avec les femmes. Alors bien sûr, vous imaginez bien que une espèce de truc de fascination envers ces femmes qui sont les tradwives parfaites. Et donc j'imagine la gueule de leur message privé. Enfin, ça doit être l'enfer. Euh, Ouais. et bah, bien sûr. Et la pauvre, hein. Et donc là, en fait, ils attendent ça d'elle et elle arrive en disant qu'elle a évolué sur sa pensée, etc. Donc j'imagine qu'elle a dû se prendre une volée de bois vert comme rarement elle en a pris. Bref. voulait allier l'écologie, le respect de la nature, des animaux et la beauté. Et on était d'ailleurs un petit groupe de blogueuses francophones à s'emparer de ce sujet. On était un petit peu en avance sur notre époque. Et ce blog, je continue à le tenir aujourd'hui. Comme vous pouvez vous en douter, l'orientation... Je te promets, respect des animaux, écologie et trucs, on pourrait croire que c'est pas quelqu'un d'extrême droite. Oui, oui. Et puis en Mais soi, c'est c'est... bien, hein, je veux dire, son truc, Mais bien sûr. il n'y a aucun souci, respect des animaux et tout. Oui, et puis si tu veux, alors en plus, il y a beaucoup, on va dire, on trouve toujours ça un peu, il y a toujours une manière de se moquer un peu du contenu étiqueté meuf, du contenu qui parle de maquillage, de coiffage de cheveux, etc. Alors que bon, déjà, les mecs peuvent avoir envie de savoir quels produits utiliser pour leur peau ou comment coiffer leurs cheveux, tu vois, c'est pas. Enfin, mais de fait, c'est un contenu qui est très, très, très féminin. Et du coup, c'est un contenu qui est considéré comme un peu un contenu de merde, etc. Alors que, enfin, c'est un truc un peu pas intéressant, dégradant. Alors moi, parfois, j'en consomme, hein, voilà, du contenu qui parle de maquillage, de coiffure, de trucs comme ça. Je vois pas pourquoi ça serait plus con que de parler de jeux vidéo. En fait, c'est des trucs qui intéressent les gens. Alors oui, ça change pas la face du monde. Quoique, suivant la manière dont tu, dont tu l'abordes, ça peut t'amener vers de la pensée politique aussi. Et tout un tas de réflexions qui sont. Et donc, le rapport au naturel, à la beauté naturelle, etc., ça peut t'emmener, tu vois, cette idée que la nature, c'est mieux, qu'il y a des choses, elles ont été créées par la terre pour notre bien, et que voilà, il y a intrinsèquement des choses bonnes, etc. Ça peut t'emmener. Je dis pas que 100% des gens qui se mettent de l'huile de coco dans les cheveux deviennent d'extrême droite, évidemment que non, hein. Mais en fait, il y a C'est combien de aussi dans pourcents? J'en sais rien, je peux pas te dire, je sais Il pas, y a bien 15. 60%. 60, toi, tu dis? Ah non, non, mais par contre, voilà, le discours du naturel, etc., notamment chez les femmes, ça peut aussi être un discours qui devient un discours un peu anti-contraception, un peu, enfin voilà, la pipeline vient vite en fait. Il faut, voilà, le bien-être de l'enfant, il faut accoucher sans péridurale. Alors, si vous avez envie d'accoucher sans péri, mais on va en reparler après. Force à vous, hein, mais en fait, force aussi aux gens qui ont envie d'accoucher avec une péridurale, hein. Enfin, c'est cool la péridurale, hein, quand on a envie. Heu, voilà, il faut allaiter très longtemps. Alors pareil, force aux meufs qui ont envie d'allaiter très Elle en longtemps, parle les après de la tranquilles. péridurale? Non, pas vraiment, mais tu vas Ouais, en parce que fait, moi, tu moi, vas j'aurais, moi, voir. j'aurais des takes sur la péridurale. Vas-y, mais tu vas voir, avance un peu. Tu veux la mettre en 1.2 ou pas? Ouais, vas-y, on va la Parce mettre en. que elle a je savais qu'elle avait un débit assez lent, alors moi Ouais, aussi je crois, hein, mais c'est parti. Le choix des articles et même les sujets abordés ont bien évolué. Et c'est tout l'intérêt de voir C'est vrai qu'elle parle normalement en 1.2. oui. le cheminement de pensée, les remises en question, tout ce qui a été appris, tout ce qui a été découvert et tout ce qui est partagé ainsi. C'est vrai que c'est pareil pour cette chaîne YouTube. Elle est restée un petit peu figée dans le temps, puisque je ne suis plus revenue mettre à jour des idées quand même assez fortes qui ont été exprimées, ce qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je vous dis ça parce que ces 2 dernières années, j'ai été contactée par plusieurs journalistes qui m'ont proposé des entretiens ou de participer à des documentaires, notamment dans le thème de la tradwife, ce que je ne suis pas et n'ai jamais été. J'y reviendrai un peu. Oh là 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 là, c'est après coup, non? Alors, Elle a bah, jamais été dans des Lord Tradwife. elle a clairement, fait la promotion de ce modèle-là de vie et de couple, clairement. Après, encore une fois, elle n'a jamais dit qu'elle l'était elle-même, mais je pense qu'en fait, à l'époque, elle n'avait pas d'enfant. Et tu vas voir, en fait, elle en dit pas beaucoup sur sa vie perso, mais elle en dit un petit peu qui veut en dire très, 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 très long. Un peu après. Or, je leur ai répondu que les vidéos qu'elles ont visionnées et la personne qu'elles contactent n'ont plus rien à voir aujourd'hui parce qu'il est évident qu'avec l'expérience vécue, les épreuves, les remises en question personnelles et l'esprit critique que j'essaie de garder, même si j'exprime des convictions assez fortes, bien font que je ne partage plus tout à fait les mêmes idées que à l'époque de la vidéo qui a été tournée en 2016, en Oh, 2017. je déteste, je suis désolé, c'est sur la forme, je déteste ce genre de vidéo où tu sais, ça tourne autour du pot et tout. Mmh. J'ai changé, mais tu sais pas sur quoi j'ai. Normalement, c'est le genre de truc, c'est quand t'écris un texte, après il faut que tu en retires, tu sais. T'as la Mmh. règle un peu comme ça où tu retires 20% de ton texte, mais c'est Mmh. un peu vrai parce que si tu commences à dire j'ai changé, et oui, c'est vrai que je suis plus pareil qu'avant, mais qu'en fait tu dis pas des arguments sur quoi t'as changé, pourquoi t'as changé et tout, c'est trop chiant, je trouve.
Mais en fait, je pense qu'elle est sur un fil parce qu'elle a envie de dire des trucs. Je pense qu'il y a des trucs qu'elle peut pas dire sur sa vie perso et tout. Il n'empêche que ça a dû avoir un impact énorme sur son changement, qu'elle veut expliquer son changement, mais qu'elle veut pas non plus totalement s'aliéner son audience d'avant. Je pense qu'elle, tu vois, en fait, elle a un positionnement qui est pas facile là. C'est pour ça qu'elle tourne un peu autour du pot. Mais c'est ça la moïsation, c'est que tu as un positionnement pas facile et au final, t'en Mm, choisis un et à la limite, elle ferait mieux d'en choisir un, tu vois. mm. Ou en 2020. Donc ça me semblait important de revenir rapidement sur quelques idées. Je ne vais pas aborder tous les sujets dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais je voulais aborder celui qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est le féminisme. Alors le féminisme, ça a été le premier sujet auquel je me suis intéressée lorsque j'ai ouvert cette chaîne YouTube en 2016, je le rappelle. J'avais 29 Et ans. le principal, hein. Entre-temps, j'ai connu beaucoup de choses qui ont modifié mon regard. J'ai vécu. T'as vu le petit T'as vu vécu? un peu? T'as vu un Ouais, peu? j'ai connu. Et la meuf. Non, mais c'est assez incroyable parce que tu dis j'ai connu beaucoup de choses. T'as pas besoin de dire j'ai vécu. T'as pas besoin de rajouter le j'ai vécu, tu vois. Oui, oui. Donc Mais ça si veut elle le met vraiment au dire qu'elle a montage, vécu des trucs, tu vois. C'est t'imagines un rajouté au peu? montage. Elle s'est dit c'est vraiment important de dire que c'est que j'ai vécu des trucs. Ouais, ouais, ouais. Et Là, je te jure, ça fait la un peu vidéo est peur. Hein. Ah oui, oui, la vidéo est très. Je te jure, c'est bon. Moi, J'avais j'ai 29 eu ans. mes petits frissons. Entre-temps, j'ai connu beaucoup de choses qui ont modifié mon regard sur les relations hommes-femmes, sur le féminisme et sur ce que j'appelais l'antiféminisme. Qu'est-ce que j'entendais par là? Je voudrais revenir rapidement sur la définition, parce que je ne partage pas du tout la même définition que, par exemple, celle de Thaïs Descuffon. Pour moi, l'antiféminisme, c'était une manière de m'opposer au néo-féminisme, où certaines intervenantes, journalistes notamment, pouvaient tenir des propos plutôt misandres à l'égard des hommes. Je voulais plutôt œuvrer pour ce qu'on aurait pu appeler une réconciliation homme-femme. Je pense toujours, qu'il n'existe pas d'égalité en tout point de vue entre les hommes et les femmes, mais plutôt une complémentarité. Pour préciser mon propos, je veux dire qu'il est nécessaire. Mais je déteste ce truc, personne ne dit qu'il y a il y a une égalité en tout point de vue entre les hommes et les femmes, sinon les hommes et les femmes seraient pareils, je veux dire, c'est pas le problème. On dit juste par contre qu'il doit y avoir une égalité dans les faits, de droit, économique, de dignité, il doit pas y avoir de domination, c'est ça notre problème, mais on n'est pas en train de dire un homme et une femme c'est exactement pareil, tu vois, enfin... Sinon, on Alors, à serait pour l'époque, l'abolition des genres, tu vois. Alors, il y a peut-être des gens qui sont pour, tu vois, mais genre la plupart des gens ne s'expliquent pas, il y a une égalité absolue entre les hommes et les femmes, tu vois. alors, elle, comme la majorité des gens d'extrême droite qui critiquaient les discours féministes à l'époque, en fait, elle parle du féminisme Marlène Schiappa, hein, je vous le dis. Là, quand elle parle de journalistes, etc., bon voilà, c'est le féminisme combini de l'époque, quoi. Nécessaire évidemment que les hommes et les femmes soient égaux en droit, c'est-à-dire devant la loi, devant la justice, avec une liberté égale de faire ce qu'ils ou elles souhaitent. Et oui, il y a effectivement un décalage entre ce qui est écrit d'un point de vue législatif et la réalité des faits. Et c'est vrai qu'à Ah, l'époque, peut-être n'avais-je pas compris. Putain, c'est énorme. Et là, c'est du marxisme, là. bah oui, C'est l'égalité de droit n'est pas l'égalité des faits. Et la c'est ça. révolution bourgeoise, c'est les hommes naissent libres et égaux en droit, mais pas en fait, en fait. Mais Et je te jure, pas dû. c'est très très intéressant, là. Nous qui avons une lecture matérialiste, cette vidéo ne peut que nous intéresser. Compris ce point soulevé par le féminisme sur la réalité des faits. Aujourd'hui, j'irais même jusqu'à dire que les hommes disposent effectivement de certains privilèges, entre guillemets, dont les femmes ne bénéficient pas. Et qui... C'est énorme. Regarde. Ah, c'est énorme. Dans 2 mois, elle partage du docteur Zoé. Ah, je sais pas, on va voir. Si, parce que t'es pas... Sur certains trucs précis, alors tu vas voir sur certains trucs précis, oui. Sur du féminisme. Oui. Elle va pas te partager si tu fais des trucs antiracistes, tu vois, mais ta taquilla féministe va marcher. On verra. rendent leur quotidien Mais- plus compliqué. Je vous cite un exemple. C'est la femme qui assume intégralement la grossesse, l'accouchement, le postpartum et toutes les conséquences C'est la femme qui assume intégralement la grossesse. Elle a pris 10 ans à découvrir ça, tu sais. qui en Je découlent pense pour qu'elle sa l'a santé vécu sont surtout. Ah bah oui, le Mm, postpartum. Mm, Non mm. mais c'est tellement précis, elle parle de postpartum. Ah bah là, le postpartum, tu sais que tu vois les petites droitardes là qui te parlent de machin, mais pourquoi il faut arrêter de faire la guerre entre les hommes et les femmes en fait? Parce qu'en fait, on est complémentaires et donc il faut pas se faire la guerre, il faut s'aimer et puis faire des enfants ensemble et puis l'homme il va travailler et puis la femme elle s'en occupe et quand il rentre, il arrive avec un bouquet de fleurs, il l'embrasse gentiment sur la joue, elle est ravie de le voir et puis on se met à table avec nos beaux enfants et puis on va les coucher et ça se passe bien. Et ça sent les biscuits à la cannelle, comme en Voilà, ça Russie, sent la selon cannelle, l'Observateur. etc. Et tout va bien. Et puis en fait, après
après, parfois, tu découvres que la grossesse, parfois c'est très cool, mais parfois c'est difficile. L'accouchement, parfois c'est un petit peu chaud. Et puis parfois ton mec est pas ultra soutenant. Ça peut arriver à certaines meufs, hein. Et puis après, tu peux rentrer à la maison avec une cicatrice d'épisiotomie. C'est une cicatrice sur les parties intimes suite à l'accouchement quand on les coupe. Ah, désolée, hein, le chat, on va parler un peu de ça, hein, je vous préviens. Et puis voilà, et puis l'autre, en fait, il rentre et puis il estime que c'est quand même à toi d'aller faire les courses, etc. Parce que lui, tu comprends, alors certes, il a 11 Il jours sait pour la pas faire les naissance, courses. mais en fait, il sait pas faire. Et puis bon, Il c'est bon, sait c'est quand pas même faire ton le taf. mec, c'est pas pourquoi il sait pas faire les courses. Je te jure que si tu es dans des modèles de couple comme ça, le mec, ça fait 5 ans qu'il l'a pas fait. Il sait pas, en fait, hein. Et puis machin, et puis il faut que tu allaites, donc c'est toi qui te lèves la nuit. Et puis lui, quand même, il trouve que 10 jours après, il aimerait bien y retourner à la casserole. Il y a moyen ou pas? Toi, tu es là, ouais, alors chérie, en fait, j'ai 4 centimètres de plaie au niveau du périnée, c'est un peu chaud. Ah ben oui, mais non, mais en fait, il faut se soumettre à son mari, cher ami. Ouais, voilà, et là, on découvre des trucs. Bref, Ouais. j'espère qu'il ne lui est pas arrivé ça, hein, mais bon, Et moi, voilà. tu sais, j'ai fait un stage en maternité, Mmh. en psychiatrie de maternité, tu vois. Et Mmh. vraiment, le stage, il s'appelle Ménard Trash. C'est Oui. incroyable parce que déjà, il peut t'arriver plein de situations de merde pendant une grossesse, ça peut être compliqué. Mais il y a presque un invariant, c'est que quand il y a une situation de merde, le mari se barre. C'est pas trop pourquoi. Enfin, le mec se Mmh. barre dans 50% des cas, et du coup laisse la meuf qui est dans une situation de merde encore plus dans la merde, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai que ça peut causer un éveil féministe, tu vois, tout ça. C'est vrai que tu beau te dire que c'était ton rôle et que quand même tu lui as fait des biscuits à la cannelle tous les jours pendant 2 ans, il va pas te laisser comme une grosse merde avec ta sauce de grossesse. Eh ben si, ça peut arriver alors. Moi, rappelle, ce que je dis toujours, c'est que ce n'est pas naturel en fait que les hommes se comportent comme ça. D'ailleurs, il y a des hommes qui ne font pas ça. Il y a des hommes qui font ce qu'il faut, c'est-à-dire ils sont là, ils écoutent, ils sont en soutien quand voilà, quand tu as des douleurs, quand c'est difficile et tout, parce qu'effectivement, la grossesse, tu ne peux pas l'assumer directement dans un couple cis hétéro quand tu es un homme. Néanmoins, il y a plein de choses que tu peux faire pour être cool, mais ça nécessite un certain nombre de choses et notamment le fait d'avoir envie d'écouter et de savoir de quoi la personne a besoin. Donc voilà, et on peut aussi faire autrement, c'est ça que je veux dire. Mais dans le modèle de couple qui était vanté par Virginie Vota il y a quelques années, c'est compliqué. J'ai eu un truc comme ça avec une meuf qui fait une dépression du postpartum, pour ceux qui savent pas. Parce que maintenant, on va pouvoir parler de psychiatrie, maintenant que les gens Eh se oui. savent que je suis, voilà, moi, je suis pas un vulgaire médecin généraliste, tu vois. C'est pas c'est une vraie spécialité, tu vois. Je vous rappelle que la médecine générale est mieux classée à l'ECN que la psychiatrie, hein, mais bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai Nous, que la on a la psychiatrie, vraie. qu'est-ce qui est moins bien classé que la psychiatrie? La médecine du travail, la santé publique et la psychiatrie, ça Ouais, doit être à peu près pareil, hein. c'est ça. C'est des C'est trucs que ça. tu peux avoir si t'es dernier, si tu veux. Ouais, ce qui est extrêmement dommage parce que la médecine du travail est une spécialité très importante qu'on a fabriquée pour qu'elle ne puisse pas être aussi importante que ce qu'elle devrait être, mais c'est Mm. central, la médecine du travail. Bref. Bon, la La psychiatrie psychiatrie aussi. aussi, même la santé La publique, c'est psychiatrie intéressant. aussi. Et la santé publique, c'est l'épidémiologie, si vous voulez, donc c'est très intéressant aussi. Mais oui, donc si vous voulez, quand après la grossesse, il y a plein de gens qui font ce qu'on appelle une dépression du postpartum. C'est assez classique pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a un remaniement dans ta vie, c'est compliqué, hein. T'étais souvent quand c'est ton premier, mais pas forcément. C'est ton premier, ça change ta vie, mais c'est ton deuxième, t'en as déjà un dans les pattes, il a 2 ans, et en plus t'en as un autre qui te réveille la nuit, c'est chiant. Enfin voilà, enfin, ça te fatigue, Très fatigant. c'est compliqué. En Mm. plus de ça, tu as des variations hormonales qui font que tu es à fleur de peau, et que tu peux aussi tomber dans une boucle comme ça où tu peux tomber dans la dépression. Enfin bref, c'est compliqué. Mm, mm. Et j'avais une meuf comme ça, elle fait une dépression du postpartum, elle finit hospitalisée en psychiatrie. Mère-enfant, tu sais, avec, Mm. avec Avec son le bébé, enfant et ouais. tout. Mm. Donc, truc. Et puis là, son mec il commence à me dire ouais, ouais, c'est compliqué, elle est plus comme avant et tout. Et tu sais, les mecs se barrent dans le pire moment. Alors en vrai, tu les juges pas forcément. Je veux dire, je peux comprendre, le mec c'est compliqué pour lui, mais tu sais, genre, c'est vraiment pas aidant, quoi. Tu sais, enfin, t'as un gamin avec une meuf et tout, et t'es obligé de l'abandonner 20 jours après l'accouchement quand la meuf elle fait une dépression et tout. Tu te dis putain, Mm. bordel, c'est quand même pas. Ouais, t'es pas obligé, hein, du coup, de l'abandonner. Tu peux Ouais. aussi. Mais Et surtout que si c'est c'est ouais, c'est parce qu'elle difficile. est plus comme avant et tout. Bah oui, elle est plus comme avant, Ouais, elle est en c'est chiant, ouais. dépression, elle va revenir en fait, sûrement pareil dans Et 6 elle a mois, tu accouché il y vois. a Mais 3 semaines. c'est ça, elle est Elle a fatiguée, accouché. ça se trouve, elle a perdu 1 litre de sang pendant l'accouchement. Enfin, tu C'est vois, il y ça. a tout un truc qui fait que c'est Peut compliqué, quoi. jouer sur le fait que ça soit difficile après, hein, mais bon, alors après, bon, écoute, non, il n'était pas obligé. Et peut-être que si c'est vraiment très difficile psychologiquement pour lui, alors il y a aussi des dépressions, enfin,
Il y a aussi des dépressions postnatales qui peuvent toucher les pères, hein, d'ailleurs, du fait du chamboulement de la vie, etc. C'est moins fréquent que chez les mères, mais ça existe aussi. Et peut-être que du coup, si c'est difficile pour lui de gérer ce truc-là, plutôt que se barrer, il peut essayer, par exemple, de consulter pour trouver des solutions. Enfin, voilà. Des choses qu'on peut faire quand même, plutôt qu'abandonner son gosse et sa femme en dépression. Bref. Non, en plus, la meuf, elle me faisait trop de peine parce que elle me disait, ouais, en gros, son mec, il lui répondait pas trop et tout. Elle me disait, ouais, il est. Ouais, je crois je me demande s'il fait pas une dépression parce qu'il voit pas trop sa fille. Et ouais, en fait, Mmh. c'était pas du tout ça, tu vois. Genre, elle était un peu dans le déni du fait que lui parlait plus trop parce qu'en fait, Il s'en bat les couilles. il s'en battait un peu les couilles, ouais. Et puis elle était Ouais. là, ouais, je pense que sa fille lui manque et tout. Ouais, Euh, non, il trouve juste ça chiant. Il est là, ouais, elle et chiale et tout, c'est chiant. je te Non, promets, franchement. ça arrive quand même régulièrement souvent, ce Ah truc-là, tu bah vois. oui, oui, bien. Je sais bien. Et c'est un enfer, quoi. Mmh. Ne soyez pas ces hommes, hein. Assume intégralement la grossesse, l'accouchement, le postpartum et toutes les conséquences qui en découlent pour sa santé, son corps, sa psyché, mais aussi dans le monde professionnel. Sans parler de la pression qui repose sur ses épaules, avec l'éducation des enfants ou le syndrome de la mère parfaite. Dans les années 1980, on osait quand même accuser les mères d'être responsables de l'autisme de leur enfant, par exemple. Ouais, Ah, ouais. Bah, ça, c'est ah, vrai que. Et j'en vois toujours aujourd'hui, tu sais, où on leur apprend que c'est pas vrai, tu vois. mmh, Genre des mères qui ont 70 ans, qui ont un gamin de 40 ans autiste, et qui à sont qui on a tombés dit sur des toute leur vie mmh, que c'était toute. Alors, souvent des psychanalystes d'ailleurs, oui, qui leur expliquaient psychanalyse que. complètement zinzin. Ouais, ouais, bah, notamment avec les théories de Bruno Bettelheim, qui expliquait Mmh. qu'il y avait des mères comme ça qui étaient, je crois alors, je crois que c'est une traduction ou un truc comme ça, on disait la mère frigidaire, quoi, ou réfrigérateur, un truc comme ça, tu sais, Mmh. qui était trop froide en fait, et du C'est coup, ça. Alors quand elle est trop qui chaude, rendait ça va pas non autiste, tu plus, vois. hein. Oui, oui, c'est Tant ça. qu'il y a des C'est études qui montrent que en fait, quand tu as un enfant qui a des symptomatologies autistiques, étant donné qu'il réagit moins en fait au langage, tu vois, mais au sourire, des trucs comme ça. Bah, au mmh, début, quand tu es sa mère, tu vas vouloir beaucoup interagir mmh mh, avec, et au bout mmh d'un mh. moment, tu interagis moins, tu vois? Tu interagis moins parce que tu vois que ton enfant, il répond peu, en fait, Oui, et c'est comme ça. il répond peu, tu te fatigues, en fait, et tu le fais plus trop. Mmh Et donc du et coup, tu as des derrière gens qui ont interprété ces études de manière inverse en disant: «Ah ben ces mères-là, en fait, elles interagissent pas assez», alors qu'en fait, elles interagissent mmh, pas assez parce qu'il y a un défaut de relation avec l'enfant, et donc c'est compliqué. Puis aussi, il y a des biais aussi parce que bah, parmi les femmes qui ont des enfants avec des troubles du spectre autistique, il y en a aussi qui elles-mêmes ont des troubles du spectre autistique, qui sont en plus peu diagnostiqués parce que c'est moins diagnostiqué chez la femme, parce que c'est compliqué de diagnostiquer chez la femme, parce qu'évidemment c'est très comme d'habitude centré sur le diagnostic masculin, comme beaucoup de diagnostics en médecine, enfin bref. Mais et du coup, oui, pendant particulièrement longtemps, en on a dit psy. que c'était la faute des mères et tout, alors qu'au final, bon, aujourd'hui déjà, on sait que c'est faux. Et puis on sait aussi qu'il y a quand même une partie assez importante de facteurs héréditaires et tout, et que, bon, en plus, il n'y a aucune raison que ce soit plus la mère que quelqu'un d'autre, tu vois, normalement. Mmh, tout à fait. Mais bref. Un autre cas concerne aussi de très nombreuses femmes qui sont obligées d'encaisser des remarques sexistes, désagréables, de se faire draguer ou d'être sexualisées alors que c'est totalement inapproprié. C'est du harcèlement Oh là 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 là, elle est devenue woke. Elle Non est mais vraiment devenue woke. là, je te jure, parce que moi, je me souviens, hein, des D'être vidéos qu'elle a faites. sexualisée. Ça, c'est vraiment lequel on arrive à dire ça parce qu'elle, elle était vraiment dans un truc, voilà, tout est idyllique, les pauvres hommes qui ne peuvent plus draguer, ont le droit d'être importunés et tout. Alors elle le disait pas comme ça, mais c'était vraiment ça le discours, hein. Et là, tu sens qu'elle s'est fait casser les couilles là, hein, bien, 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 bien fort, hein. C'est une meuf, ça fait 10 ans qu'elle doit recevoir des MP tous les jours de gars qui demandent des photos de ses pieds, je pense, tu vois. Donc au bout Mmh. d'un moment, ça lui casse les couilles, je Oui, pense. c'est ça, elle a dû se dire: «Putain, quand même, les preux chevaliers, pas ouf». sexuel et pourtant elles n'ont pas le choix que de composer dans ce type de situation parce qu'elles ne veulent pas perdre leur emploi ou qu'elles ont besoin d'être embauchées dans un nouveau travail Oh là là, elle parle de harcèlement sexuel au travail, c'est putain, le délire, quoi. ou qu'elles font simplement appel au service d'un professionnel dont elles ont besoin parce qu'elles ne peuvent pas réaliser elles-mêmes une tâche. Pour faire une parenthèse, à mon sens, les hommes et les femmes, par nature, sont néanmoins toujours complémentaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, en raison de leur nature biologique différente, de leurs caractéristiques différentes, eh bien, être assignés au même rôle ou aux mêmes tâches, même si c'est possible lorsque l'on en fait le choix. Et malheureusement, souvent, les Je comprends rien. Par nature, c'est pas les mêmes tâches, mais si on fait le choix, et ça, c'est vraiment, on va faire un petit point marxisme, elle exprime une vision du monde très bourgeoise catho.
bourgeoise par la liberté individuelle. Si j'en fais le choix, je ne suis pas assigné à une tâche. Et puis très catho, naturalisante. Ah bah oui, mais les tâches, elles sont assignées par nature selon les hommes et les femmes, tu vois. Et Et les ça, bourgeois c'est catholiques pensent le monde comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des instances naturelles, mais il y a des gens qui sont quand même un peu plus intelligents que les autres et eux, ils peuvent choisir librement, tu vois. Mais on retrouve ça aussi chez les spinozistes d'ailleurs, tu vois. Genre, Mmh. ouais, les choses, elles sont déterminées, mais moi, quand même, je suis assez intelligent pour ne pas être pour ne pas être trop soumis à tout ça, tu vois. C'est assez intéressant. C'est ça. Et ça, c'est vraiment une tech Némésis aussi, hein. Némésis, elles ont vraiment ce positionnement-là qui est de dire, voilà, les hommes, les femmes, la complémentarité, la nature, nanana, nanana. Néanmoins, laissez-nous monter des entreprises et ne pas tout être mère si on n'en a pas envie. Tu vois, c'est ça la tech. Les femmes n'ont pas ce choix. Je vais parler dans le monde professionnel où tout le monde, hommes et femmes, doit se plier au même rythme, aux mêmes horaires, nonobstant par exemple les difficultés liées aux cycles hormonaux, le fait que le corps doit se remettre d'un accouchement, que la charge Congé menstruel. mentale est Attends, ouais, c'est précis sur le postpartum, que le corps doit se remettre d'un accouchement. Ouais. Et ça, elle le dit à plusieurs reprises, hein. et le soin des enfants ainsi que les tâches ménagères reviennent en majorité aux femmes et qu'en plus de tout ça, elles doivent également gérer à l'égal des hommes un emploi et donc être tout aussi performantes et disponibles sur le marché du travail. Mais c'est bizarre, elle a vraiment switché, hein, parce que tu vois, devant ce qu'elle avance, on pourrait très bien avoir un discours du coup du fait, tu vois, en disant bah du coup elle devrait pas avoir d'emploi, tu vois. C'est ça le Mhm. discours de droite classique, c'est de dire rajouter un emploi aux femmes qui doivent déjà s'occuper des enfants, de la popote et tout ça, bah c'est abusé. Sauf qu'elle a Mhm. dit oui, mais il faut quand même avoir un emploi. Donc ça montre plus que quelque chose qui vient d'elle, et moi que je trouve bien, hein, tu vois, mais qui est assez individualisant, tu vois. Pas Mhm. individualisant, mais individualisant. Ouais. C'est-à-dire l'envie d'avoir quand même une autonomie, quoi, de pouvoir vivre à travers son travail et tout. Mais c'est un biais, tu vois, c'est quelque chose qui est pas. C'est pas la seule solution au problème qu'elle pose, quoi. Et là, regarde le dessin. Regarde les dessins. Dessin réalisé Sérieux. par mes soins pour illustrer le quotidien avec des maladies chroniques. Elle a une maladie chronique Alors, je ne sais pas, mais à part de cycles hormonaux, etc. Alors, est-ce qu'elle a de l'endométriose, tu vois? J'en sais rien. C'est Ah oui, elle a possible. mal au ventre, mais il faut Ouais. qu'elle fasse la bouffe, le Le ménage, ménage, les c'est transports en quoi? commun, Les s'occuper transports de en ses commun, enfants. ça. Et Il après, ne voit quand pas elle est les efforts que suppose pour nous ce qui va de soi pour eux. Tu t'écoutes trop, il faut faire des efforts. Moi, j'ai un collègue de 60 ans qui a un pacemaker, et ben il arrive à travailler tous les jours. Euh, que je vois pas Regarde le comment rapport elle avec un dessine les mecs, pacemaker, hein. mais Regarde comment ouais. elle dessine les mecs, hein. Ah ouais, les mecs, ils sont. Oh là là, ils sont horribles, les gars. Est-ce que je vais tenir? Chérie, il faut que tu trouves une solution pour et que tu passes ça, hein, n'oublie pas de faire ça. Et sinon, c'est quoi tes projets professionnels? Quelle indécence de parler de tout ça en ligne. Vous avez bonne mine pourtant. On se Imagine fait un du peu. souci pour toi, ça me rend malade à force. Ah, faut rester optimiste. Ouais, ah, c'est triste, hein. C'est triste parce que du coup, avec tout ce qu'elle s'est construit comme univers comme univers politique et tout, elle est pas capable de penser ce qu'elle vit, tu vois. C'est pour ça qu'elle est Mhm. obligée de switcher aussi, tu vois. C'est que ça devient insupportable en tant que femme de vivre ce qu'elle vit, et force à elle en vrai, hein. Exactement. Exactement. Et franchement, le mec en bas avec chérie, il faut que tu trouves une solution, puis il faut que tu penses à ça et tout, ça c'est précis aussi, putain. La gueule qu'elle lui a fait, hein. L'inégalité ne rend pas les femmes inférieures aux hommes, mais au contraire, elle justifie des combats pour penser autrement l'organisation de la société, qui est qualifiée de patriarcale par les féministes. Et non, ce n'est pas parce que nos grands-mères ou nos parents élevaient 5 enfants tout en travaillant et en assumant l'intégralité des tâches ménagères que nous devons cautionner, aujourd'hui, le même modèle. Mais déjà, en plus, c'est un peu faux, tu sais. Il y a vraiment Mm. comment ça s'appelle, une mystification de l'histoire en disant que de tout temps les femmes ont fait toutes les tâches ménagères et avaient un boulot en même temps, tu sais. Il y a un truc comme ça de tout le temps, il y avait un couple hétéro homme-femme qui, enfin tu vois, genre il y a le modèle un peu bourgeois monogame du 19e siècle, tu vois, Mm. qui est accolé à toute l'histoire de l'humanité. Et on a l'impression que ça a toujours été comme ça et tout. Faudrait voir vraiment à quel point historiquement c'est vrai tout ça. Mm. Je ne pense pas que ce soit si vrai que ça. Je ne pense pas que c'était réparti comme ça au Moyen-Âge, même si tu avais une répartition de tâches et tout. Mais genre nous expliquer que les gens devaient, que les meufs devaient s'occuper de tout, plus de bosser et tout, je suis pas persuadé, hein. Oui, et puis il y avait une gestion, en tout cas, notamment des enfants qui était beaucoup plus collective, en fait. Bien sûr.
Déjà, quand il y avait des très grandes fratries, ben, en fait, les enfants les plus grands de la fratrie avaient vraiment un rôle domestique très important. Et puis, il y avait, voilà, c'était beaucoup moins en noyau nucléaire, papa, maman, les enfants, avec papa qui taffe et maman qui taffe et qui gère les gosses, hein, globalement. Il y avait voilà, les oncles, des tantes, des voisins, donc il y avait une gestion beaucoup plus collective des enfants. Et ensuite, sur le rôle des pères, alors moi, j'essaierai de faire vraiment un contenu. Je lis pas mal de trucs là-dessus en ce moment. J'essaierai d'en faire vraiment du contenu plus travaillé et tout sur l'évolution des rôles de père et comment on peut penser le rôle de père actuellement dans la société. On en parle pas mal dans le Paye ton droit tard sur Kylian Sensei, notamment, si ça vous intéresse, dans la deuxième partie, je crois. Oui, je suis sûre, même dans la deuxième partie. Et en fait, le fait que les pères avaient beaucoup plus de rôle auprès des enfants jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle à peu près. Et c'est avec notamment l'arrivée du capitalisme, etc., qu'on a vu vraiment une répartition des tâches qui est devenue beaucoup plus asymétrique qu'elle ne l'était avant. Voilà, donc et puis, effectivement, aujourd'hui, les jeunes parents et particulièrement les jeunes mères sont très seuls, en fait, face à leurs enfants et c'est un enjeu majeur, et ça joue, dans, probablement, la souffrance en postpartum et cetera. Je me permets de préciser parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé l'endométriose, c'est quoi? L'endométriose, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente chez les femmes, Qui entre n'existait 10 pas et il y 20. a 15 ans. Donc on a découvert très récemment, c'est des femmes qui ont en fait, donc pendant les règles, donc pendant le cycle des femmes, des femmes cis qui ont un cycle, sous l'effet des hormones, l'intérieur de l'utérus s'épaissit pour pouvoir accueillir un embryon. Et puis s'il n'y a pas d'embryon qui se met dedans, à la fin du cycle, cette espèce de coussin qui s'est formé à l'intérieur se détruit et c'est ce qui donne les règles. Et en fait, ce tissu qui s'épaissit avec les hormones, il peut, chez certaines femmes, y en avoir ailleurs que dans l'utérus, dans le ventre, collé au tube digestif, au niveau des ovaires, etc., etc. Et ça gonfle de la même manière avec le cycle. Et au moment des règles, ça saigne de la même manière. Sauf que du coup, comme c'est pas dans l'utérus, ça ne peut pas s'écouler. Et donc, ça fait du sang qui va s'écouler dans la cavité abdominale. Ça fait comme si on avait une hémorragie interne, en fait, hein. Et ça crée des douleurs extrêmement importantes. Avec certaines femmes vraiment qui ne et ça peut être des douleurs qui durent pendant très longtemps. Pas uniquement pendant le temps normal des règles, on va dire, c'est-à-dire entre 3 et 7 jours suivant les femmes, mais parfois beaucoup plus longtemps que ça et c'est extrêmement douloureux pour certaines femmes. C'est pendant des siècles, on a dit aux femmes qui avaient extrêmement mal pendant leurs règles: «C'est une chochotte, les règles ça fait mal, c'est normal». Alors qu'en fait, il y en avait une partie qui souffrait d'endométriose et qui souffrait le martyre littéralement et dont on avait évidemment rien à foutre. Moi, je dis, c'était plus le diagnostic d'hystérie se circonscrit, plus on découvre des pathologies féminines qui existent vraiment. Avant, on disait, bon, elles sont un peu chiantes et tout. Elles gueulent un peu, c'est bizarre, elles disent qu'elles ont mal, mais bon, les femmes aussi. C'est comme le diagnostic de syndrome méditerranéen, c'est pareil. Ah, bah, les maghrébins, quand même, ils gueulent un peu et tout. C'est vraiment n'importe quoi. Sans le remettre en question, ni le refuser. Ce sont des points dont je n'ai pas parlé, où le combat féministe n'est pas terminé. Et là, on n'est pas dans un combat contre les hommes, on est dans un combat dans la reconnaissance des violences aussi qui sont faites aux femmes. Elles s'étendent sur de nombreux champs, mais en plus elles sont assez invisibilisées et assez banalisées, c'est vrai. Et Elle parle comme une woke, quoi. Elle parle comme une woke. Une forme de stéréotype qui se crée où la femme, elle doit rentrer dans un rôle précis, dans un carcan pour être validée socialement. Je me souviens que sous certaines vidéos, certains d'entre vous en commentaire m'écrivaient: Virginie, tu vends du rêve avec tes idées sur les relations hommes-femmes. Et je ne comprenais pas pourquoi vous me disiez cela, parce que j'étais profondément sincère, hein, et je l'ai toujours été dans toutes les opinions que j'ai exprimées, même quand elles paraissaient contradictoires d'une année à l'autre, parce que c'est normal quand on continue à apprendre et à réfléchir de changer d'avis et de se remettre en question. Avec le recul et l'expérience, je me rends compte qu'effectivement, moi qui voulais être dans le réalisme philosophique, eh bien j'étais dans l'idéalisme pur, et qui aujourd'hui ne tiennent plus face à la réalité, face à l'expérience, face aux épreuves. C'est énorme, hein. Oui. C'est énorme, hein. T'as vu? De toute façon, ne jamais faire confiance aux gens pas en couple qui te donnent des conseils de couple ou les gens de 20 ans qui te donnent des formations d'immobilier alors qu'ils vivent chez leurs parents, tu vois. C'est la règle numéro 1 sur Internet. C'est là que je ne peux plus me dire antiféministe, parce que je reconnais le fait que le féminisme joue un rôle important pour les femmes, non pas à l'encontre ou par opposition aux hommes, j'insiste sur ça, mais pour la libération de la parole des femmes, pour la dénonciation des violences faites aux femmes dans toutes les sphères.
J'ai été assez candide sur les relations hommes-femmes, je le reconnais, en dépeignant un idéal de couple. Un idéal qui correspond rarement à la réalité des faits, il faut l'admettre. Et oui. Et peut-être que le point Même rarement, mais même est-ce que ça correspond à quoi que ce soit, tu vois? Et même est-ce que c'est un idéal souhaitable, tu vois, ce qu'elle a raconté, tu vois? Je pense pas, hein. Mmh. central de tout cela, c'est la notion de soumission. Ce sont les notions de virilité et de féminité, ou plutôt les idéaux, les stéréotypes, que j'ai abordés sur ma chaîne. Au niveau de la féminité, j'avais mis en ligne une vidéo dans laquelle je parlais de la soumission chrétienne de la femme. Je reprécise que je me basais uniquement sur les textes bibliques, évangéliques, et le principe du mariage chrétien. J'avais bien défini que par soumission, entre guillemets, il ne fallait surtout pas entendre un rapport de force au sein de la sphère conjugale où la femme s'écrasait et se mettait au service de son mari, s'annihilait complètement, se sacrifiait et était maltraitée. J'avais précisé que le terme de soumission, il fallait vraiment se référer à ce que disait saint Paul. Cette notion-là, elle fonctionnait de pair avec le sacrifice du mari pour son épouse. Et que tout cela n'était vraiment pas applicable avec n'importe qui. Ben oui. En fait, mais comme dans ce cadre-là, il y a une personne qui a le pouvoir et l'autre pas, si le mec est un enculé, ça se passe extrêmement mal en fait. Voilà. Et j'espère que c'est pas cette expérience-là qu'elle a faite, mais c'est possible. On est quand même sur une meuf qui a fait une vidéo sur les bienfaits de la soumission de la femme et qui s'est rendu compte après coup que c'était pas le bon plan, tu sais. C'est ça, mais tu vas voir, elle va l'expliquer qu'en fait, tu es dans une situation de vulnérabilité terrible. Et donc, si le mec se comporte comme un bâtard, en fait, t'as rien pour te sauver, rien. T'es dans une merde noire. Ah bah ouais. Et puis en plus, quand t'es dépendant, c'est aussi financièrement et tout, t'es piégé, hein. L'épouse a la responsabilité, si elle souhaite s'engager dans un mariage chrétien, de choisir un homme qui soit profondément bienveillant, équilibré, sain, capable d'assumer ses responsabilités, un homme prêt à se sacrifier. Il y a aussi une mystification de l'individu ici. Oui. C'est-à-dire qu'elle pense que les gens sont sains par essence et les gens sains pas sains. En fait, les relations de pouvoir aussi peuvent te rendre malsain. C'est-à-dire que si tu es un homme et que ta meuf commence à être totalement soumise à toi et tout, ben, je pense que ça te met dans une position qui te rend abusif, tu vois. Même si t'es pas forcément un mec méchant de base, tu vois. Tout comme quand tu es dans une position hyper haute dans la société de grands bourgeois, machin, en mode PPDA et tout. Ça veut pas dire que tous les mecs à la place de PPDA auraient fait la même chose que PPDA, tu vois, mais quand même, c'est pas très très sain comme position, je trouve. Oui, et puis encore une fois, c'est comment la structure dans laquelle tu fais évoluer les gens a un impact sur eux. C'est pas eux, naturellement, qui sont gentils ou méchants. Alors, il y a aussi une part individuelle, on va dire. Mais évidemment que dans une structure de couple aussi asymétrique que celle-là, le risque de domination est évident, quoi. La structure même crée la domination, en fait. Ça ne peut pas se passer autrement. Et pour sa femme, pour son foyer, pour leur assurer la sécurité, et non pas faire passer ses désirs et ses besoins égoïstes en priorité. Ce n'est plus une notion que je partage Tu sens aujourd'hui, le truc, en là tout cas, qui C'est les trucs de merde, genre tu fais tout et le mec il assure la sécurité du foyer. Genre en Big 2024, t'as besoin d'avoir un mec chez toi pour assurer la sécurité de ton foyer. Tu vis en Colombie avec le Guise entouré de narcotrafiquants, tu fais quoi en fait? Bah oui, et là, tu as vu la manière dont elle insiste, tout d'un coup, elle fait faire passer ses désirs égoïstes et tout. Bah, vraiment, encore une fois, je ne connais pas sa vie, mais Je vois son mec la bite à la main, moi, hein, ouais, je putain, l'ai comme ça en tête, tu vois. je sens le sous-texte là, hein, putain, force à elle. Hein. correspond à mon idéal, ni à la vie que je souhaiterais mener, mais ce n'est pas pour autant que je vais le critiquer ou faire des amalgames avec des violences. Ça n'a rien à voir. J'ai également beaucoup parlé des tradwives ou des femmes au foyer, je voulais revenir sur ce point assez rapidement. On ne parlait pas du tout de la même manière des tradwives comme je l'ai fait en 2020, où je crois que la vidéo que j'ai mise en ligne était l'une des premières vidéos francophones sur le sujet. Before it was cool, elle a dit. Aujourd'hui, en 2024-2025, où depuis de nombreux reportages. Elle a pas tort, tu vois, parce que oui. Thaïs a fait la même chose qu'elle en moins bien et en beaucoup plus mercantile, tu vois. Ouais. Donc faut avouer quand même qu'il y avait un côté plus novateur à ce qu'a fait Virginie Vota, tu vois. Et je pense que ça venait plus du fond du cœur, tu vois. Oui, Thaïs, et c'est vraiment plus boutiquier. Virginie Vota, alors vous avez compris, j'ai un écart idéologique immense avec elle, mais je pense qu'elle est bien plus cultivée que Thaïs Descuffon. Je pense qu'elle a beaucoup lu, etc., beaucoup plus que Thaïs. Ou que les gens qui travaillent avec Thaïs. Sont sortis sur le sujet.
pour dénoncer des maltraitances que des femmes vivraient sous prétexte qu'elles adhéreraient à ce mouvement, même qualifié de masculiniste, c'est-à-dire de suprématie masculine. À l'époque, je défendais simplement la liberté et le choix que certaines femmes font d'être au foyer et de vivre un mode de vie traditionnel, où l'on cuisine, l'on cultive son potager si on le peut, on aime faire des choses de ses mains, on aime s'occuper de ses enfants, on aime prendre soin de son mari, on aime également prendre soin de soi. Donc En fait, il y a un truc de merde là-dedans. C'est, je veux dire, ce qu'elle décrit, en quoi c'est traditionnel, tu vois, Mais genre oui, cuisiner, avoir un enfin, potager, prendre soin de ses enfants et de son mari. Je veux dire, je pense 95% des meufs c'est aspirent la à vie ça de et c'est la inversement, vie de tu vois. 80% de mes copines, hein. Voilà, je le dis, hein, qui sont, globalement de gauche en Qui sont général, pas nazis. que. Non, ah oui, d'accord. Alors elles ont mode un de vie taf qui était aussi, elles font ça avec un taf aussi. plutôt basé sur une décroissance parfois, ou en tout cas une volonté de moins consommer ou de consommer plus Tu vois, raisonnablement, alors là, pareil, d'autant hein, moi plus je s'il n'y a qu'un répète, seul le salaire lien à la maison. idéologique, hein. Les deux partenaires, Pardon, j'ai pas compris. Je répète, le lien idéologique, hein, tu vois, quand elle parle de décroissance, et cetera, de retour à la nature et tout, comment tu peux vraiment en avoir une vision, une version, d'extrême droite, hein, de ce truc? Bien sûr. vie qui était plutôt basée sur une décroissance parfois, ou en tout cas une volonté de moins consommer ou de consommer plus raisonnablement, d'autant plus s'il n'y a qu'un seul salaire à la maison. Les deux, Mais de oui. toute façon, les gens, et malheureusement Mélenchon s'inclut là-dedans, hein, des gens qui pensent à partir de la consommation, c'est toujours assez gênant, hein. Et Mmh c'est mh. pour ça que le marxisme a été novateur. Oui. C'est-à-dire que quand on est un individu, on a toujours l'impression qu'on va qu'est-ce que je fais? Quand est-ce qu'on fait? On se dit: «Ah, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je consomme?» machin, d'accord. Mais c'est quand même plus intéressant de penser à partir de la production parce que c'est ça qui est, 1er dans la société et et qui est le moteur de la société. Parce que tu consommes, c'est comment la société se produit qui est d'abord là. Alors évidemment, il y a une dialectique entre la production et la consommation. Mais, penser la consommation, c'est pas le truc le plus intéressant du monde, hein. Ah, Les deux si tu veux changer le monde, en tout cas. Ah bah oui, si tu veux changer le monde, oui. Mmh. partenaires Après, si tu étaient veux te égaux, sentir même bien avec si toi-même, tu vois, bien dormir la nuit, te regarder en face, tu vois? Moi, je comprends, hein, les gens qui ont des démarches, tu vois, individuelles de mode de consommation, qui leur semblent plus écologiques et puis il y a souvent aussi toute une dimension derrière. J'ai envie de donner, des choses bonnes à manger à mes enfants, voilà, de prendre, qu'il y ait pas, de polluants intérieurs dans ma maison. En fait, tu vois, dans le rapport de l'écologie très individuel, il y a un rapport collectif, mais il y a un rapport beaucoup de soi à soi et à sa famille. Ce que j'entends tout à fait. Mais juste, il faut pas se raconter que c'est comme ça qu'on va pouvoir, changer quoi que ce soit, au fonctionnement politique, du pays, en fait, hein. Que vous achetiez des brosses à dents avec des manches en bois plutôt qu'en plastique. Encore une fois, si vous vous sentez bien avec vous-même de faire ça, c'est cool, mais bon, ça va pas changer, Mais non, mais enfin, le voilà, le quoi. problème de la pensée de la consommation, c'est que justement, c'est une pensée qui nie le politique et qui se base sur Oui, l'individu, parce que c'est c'est ça. l'individu qui gère sa consommation, alors que quand on parle de la production, déjà, on peut, l'exploitation se fait pas au niveau de la consommation, mais se fait au niveau de la production, le Mmh. rapport de classe et la lutte des classes a un rapport, à la production et pas à la consommation en tant que telle. Alors bon, évidemment, quand tu gagnes moins d'argent, tu consommes moins, hein, ça, Ouais, c'est sûr, mais en plus de ça, au niveau politique, tu vois, tu parles des manches en bois, machin. Si on considère qu'il y a une déforestation ou si on considère qu'il y a trop de pollution ou je sais pas trop quoi, il faut qu'on légifère sur la production, c'est pas sur la et oui, consommation des gens. Il faut qu'on dise, bah voilà, il faut qu'on produise pour qu'on puisse encore produire dans 100 ans, tu vois. Pas qu'on consomme comme on peut encore consommer dans 100 ans, tu vois. Alors, évidemment, c'est lié. Et bien sûr, si tu produis plus que des trucs qui sont écolos, bah, les gens ils consommeront que ces trucs écolos. Mais tu auras pensé la production avant de penser la consommation, tu vois. Et donc, c'est tu auras ça. pensé l'environnement humain avant de penser comment est-ce que l'individu peut agir sur son environnement d'un point de vue assez bêtement individuel, quoi. Ouais, il y a une forme d'impuissance politique à ces pensées parce que, en gros, quand tu leur dis, bah, il faut changer le mode de production. Nous, on parle de communisme, hein, par exemple, dans ces cadres-là, de dire qu'il faut sortir du capitalisme et c'est ce qui nous permettra d'avoir la main sur la production et donc notamment d'avoir la main sur des décisions écologiques qu'on peut prendre pour orienter la production dans un sens ou dans un autre. Et il y a plein de gens qui trouvent ça utopiste, tu sais, qui utilisent ce terme utopiste en disant mais ça n'arrivera jamais, etc. Et du coup, j'ai envie de leur répondre, mais alors vraiment, la probabilité que ça arrive est 1000 fois plus importante que la probabilité de changer, de faire que les immenses entreprises capitalistes qui détiennent toute la production actuellement changent leur manière de produire c'est parce que tu achètes une brosse à dents avec un manche en bambou, hein. Vraiment, hein. Pardon, mais bon. ils effectuaient des tâches différentes qui étaient néanmoins complémentaires. Et je peux vous dire qu'une femme au foyer, elle est absolument indispensable, voire même, c'est à se demander si ce n'est pas elle, symboliquement, qui détient un pouvoir dans le couple, lorsque l'homme se remet entièrement à elle, pour manger, pour vivre dans un environnement propre, pour Oh là 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 là, la dialectique du maître et de l'esclave. Eh oui,
elle est l'esclave et du coup le mec se remet à elle pour manger, pour faire dans un environnement propre et tout et donc Là, du coup c'est clairement elle même. qui est dans le rapport au réel et c'est elle qui devient du coup Ouais, possiblement, oppositionnelle grâce à ce qu'elle vit concrètement. Voilà, exactement. elle est devenue marxo-hégélienne. Alors, tu sais qu'elle, enfin, je sais pas, mais c'est pas impossible qu'elle ait lu Égal. Bref. pour recevoir du soutien émotionnel, pour s'occuper en majorité des enfants, etc. Ces dernières années, les médias ont parlé de tradwife de manière totalement différente, où la femme serait injustement soumise à un époux tyrannique, forcée de travailler gratuitement, donc comme une esclave, toute la journée, enfermée chez elle, pendant que monsieur lui donne des ordres, décide pour leur vie à tous les deux, et se fait plaisir avec son salaire, tout en assurant bien sûr économiquement l'entretien du foyer. Donc je parle Elle dit que les médias disent ça, mais les médias, j'ai l'impression qu'ils ont plus de discours sur la tradwife parce que Non. c'est un phénomène qui est en fait, les gens aujourd'hui, ils ont besoin de travailler parce qu'ils ont besoin de financer, des choses, Oui. il y a plus vraiment Vivre d'enjeu. avec Peut-être un que dans seul les années salaire, non. 60, tu vois, on parlait de ça, mais aujourd'hui, les gens crachent pas sur les femmes au foyer tout le temps, tu vois? Genre, Non, mais quand on me parle si, alors il y a quand même eu des analyses de la tendance tradwife que tu peux voir sur des réseaux, et cetera. Alors soit c'est présenté sur un angle esthétique, tu sais, ça met en scène ces Américaines qui tiennent des TikTok en s'habillant en cosplay années 60 et tout, bon voilà. Soit, tu as eu quand même un peu de discours: «Oh là là, le retour des tradwives, c'est vraiment le truc réactionnaire et tout». Alors moi, je peux critiquer, ces discours-là, bien sûr. Après, je pense que c'est une vue de l'esprit, hein, le retour des tradwives pour des raisons purement matérielles que qui peut vivre avec un seul salaire actuellement? Question, hein. Qui? c'est un peu, tu sais que le qui, c'est un espèce de mème antisémite, mais Oh! Oh oui, non, mais moi je suis pas, moi je suis pas soralienne, monsieur. Non, mais voilà, voilà, dans le chat, ils disent: Qui?» Point d'interrogation. ah, ben voilà, chat de soralien. Non, mais en gros, c'est quoi? C'est 10% de la population qui peut se permettre ça. Je pense, hein. Le 10e enfin le 1er percentile au niveau des revenus, je crois que c'est 4 000, 4 500. À partir de 4 000, 4 500, tu peux envisager, je pense, de vivre sur un seul salaire. En dessous, surtout quand tu vis dans une grande ville et tout, avec les prix du logement, si tu as 2 ou 3 enfants, c'est l'enfer, hein. L'enfer. Eh oui. Bref. parlais pas du tout de ce deuxième cas, où le tableau est noirci, mais peut-être aussi ce tableau il est noirci pour dénoncer les risques de ce mode de relation qui ne fonctionne pas toujours, parce qu'il y a un décalage évident entre ce qu'une personne va vous dire et la réalité de la vie conjugale. Être femme au foyer, c'est quand même une situation extrêmement périlleuse s'il n'y a Et oui. pas une protection par un contrat, donc un contrat de mariage, hein, parce que si il y a une rupture ou un divorce du jour au lendemain, toutes ces années passées au foyer dans l'ombre peuvent donner des situations matérielles et financières catastrophiques pour la femme. Sur Et oui. Ouais, c'est la douille. Bah, surtout qu'elle, je sais pas si ça lui est arrivé, mais ça c'est peut-être arrivé aussi à des amis à elle ou des trucs comme ça, Mmh. tu vois? Si elle est dans ce genre-là, et c'est vrai que c'est une gigadouille, hein. Tu as travaillé gratuitement parce que pour le coup, là, tu es vraiment dans de l'action gratuite et tout, à domicile. Et puis, en fait, tu as aucune reconnaissance de tout ça si tu pas marié avec un contrat de mariage, quoi. Ouais, ouais, totalement. ce point-là, je trouve inadmissible qu'on qualifie une mère ou une femme au foyer d'inactive, alors que ce n'est pas le cas, qu'elle n'ait pas de protection sociale, je le répète, et Elle qu'elle a n'ait une belle surtout fille. aucune indépendance financière. J'espère que du coup, Virginie Vautin ne qualifie pas les meufs maghrébines, ou noires, qui sont au foyer à s'occuper de gamins et tout, de parasites sociaux, hein. J'espère, hein. Ou les mères de familles monoparentales, qui, sont beaucoup à ne pas avoir d'emploi, hein, parce que c'est très difficile, d'élever ses enfants seuls, plus d'avoir un emploi, surtout quand tu es pas très diplômé. Voilà, j'espère, hein, j'espère qu'elle tient pas de discours sur les assistés et tout, hein. Je ne dis pas non plus que c'est le rôle naturel des femmes, ni que toutes les femmes devraient avoir des enfants. Et je trouve formidable que la parole se libère autour des difficultés maternelles, autour des violences obstétricales, je le répète, autour du Mmh. regret maternel aussi, et de ces sujets qui sont rendus tabous. Je ne sais pas si c'est pas Ouais, c'est intéressant, même autour du regret maternel et tout. Enfin, Ouais. vraiment, c'est assez intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à dire. En vrai, le truc, c'est que là, j'avais vu, tu sais, qu'il y a dans un commentaire, elle disait oui, mais je suis pas, je suis féministe un peu en mode némésis, tu vois. Donc Alors elle bon, dit pas ça. Si tu c'est es pas ça précis, qu'elle si on est disait. précis, elle dit: «Oui, vous êtes devenus», il y a un mec qui dit: «Oh là là, je suis très déçu, vous êtes devenus de gauche» et je sais pas quoi, et elle a dit: «Dire qu'on est féministe ne veut pas dire qu'on est de gauche. La preuve, il existe Némésis, par exemple, qui est un collectif féministe de droite». C'est ça qu'elle dit. Elle dit pas Docteur qu'elle est Zoé défend Virginie Vauta. non, moi je suis, totalement là dans son discours, moi j'ai deux réactions. La première, c'est ma première, c'est, je sais qui c'est Virginie Vauta, je sais quelles sont ses structures politiques, mentales, et cetera, et là, j'entends son discours qui reste un discours très féministe, différentialiste, on va dire, encore assez naturalisant, et cetera, et cetera.
Et donc, je me doute qu'il reste un profond sous-texte avec lequel moi, je ne suis pas d'accord. Néanmoins, j'ai aussi une partie de moi qui a de l'empathie pour ce qu'elle raconte, le fait de mettre petite étoile vécue au début de sa vidéo. Et là, quand elle parle de violence obstétricale, etc., moi, encore une fois, alors, je ne connais pas sa vie, mais je vois très bien quel peut être le trajet d'une femme comme ça. Je vois très bien comment tu peux te retrouver à te marier avec un homme avec qui, ben, en fait, tu n'as pas beaucoup vécu avant. Parce que si tu respectes le dogme catholique, etc., ben, quand tu te fiances, tu n'es pas censé faire chambre commune, etc. Donc, en fait, tu découvres la vie conjugale au moment où tu es marié. Tu ne prends pas de contraception, donc tu tombes très vite enceinte. Tu vis ta grossesse, tu te rends compte que le type avec qui tu es, alors encore une fois, je ne dis pas que c'est son cas, elle, je parle de comment ça peut se passer en règle générale. Le mec, en fait, il peut se trouver qu'en fait, c'est pas un mec hyper sympa. Voilà, peut-être qu'il a des structures mentales extrêmement réactionnaires avec une vision de ce que doit être sa femme, etc., qu'elle doit être soumise à lui et que lui il ne le comprend pas du tout comme je dois me sacrifier pour elle, etc. Alors, si, peut-être pour aller porter un t-shirt Bab tout solide et dire du mal des Noirs et des Arabes, là, il doit se sentir très protecteur. Après, concrètement, avoir une vie conjugale où il l'écoute, où il la respecte, etc., ou par exemple, quand elle a des douleurs intenses d'endométriose, il ne lui impose pas de rapport sexuel, c'est pas sûr que ça fonctionne. Et puis voilà, et puis tu es enceinte, et puis ta grossesse, elle est parfois facile, mais parfois pas facile. Et puis tu arrives à ton accouchement, et tu as tout ton dogme catholique, et puis aussi tout ton rapport à la naturalité, etc., qui fait que, par exemple, tu avais un projet d'accouchement sans péridurale, ce qui peut tout à fait s'entendre. Il se trouve qu'en France, on est assez peu organisé pour que les accouchements sans péridurale soient possibles. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un premier accouchement, souvent, c'est très long. On croit que le moment qui fait mal, c'est le moment où le bébé sort, mais en fait, avant, il y a les contractions, c'est-à-dire que l'utérus va se contracter progressivement, le col de l'utérus va s'ouvrir progressivement, et les contractions vont de plus en plus vite, sont de plus en plus rapprochées et sont de plus en plus intenses, et ça peut durer 24, 48, 72 heures de contraction, où on ne dort pas. Moi, mon premier accouchement, j'ai contracté 48 heures, hein, c'est-à-dire que je suis arrivée, j'avais deux nuits blanches dans les pattes, en fin de grossesse, etc., avec tout un tas de symptômes de la fin de grossesse. C'est des choses dont on ne parle pas tant que ça, en fait, mais qui sont quand même assez éprouvantes pour le corps. Et quand on arrive à l'hôpital, bah, parfois, c'est des services de maternité où il y a 2 sages-femmes pour 8 femmes qui sont en train d'accoucher en même temps. Et quand on est avec son conjoint, qui n'est en fait, en réalité, pas la personne la mieux placée pour nous accompagner dans des contractions extrêmement violentes, parce qu'en général, ils ont été très peu formés pendant les cours à l'accouchement, ils connaissent pas, ils ont peut-être un peu peur aussi, ce qui peut s'entendre. Enfin voilà, on voit sa femme se tordre de douleur, etc. Enfin, je vous assure que ce qui est écrit dans la Bible, qu'on accouchera par la douleur, c'est vrai. Ça fait extrêmement, extrêmement, extrêmement mal. Et moi, j'avais beau avoir vu des femmes accoucher, quand j'ai fait cette expérience-là moi-même, j'ai fait ah oui, d'accord, c'est c'est genre vraiment. Je m'étais dit hein, que ça allait me faire très très mal, mais je ne m'étais pas représenté à quel niveau ça le ferait. Et donc voilà, et toi, tu as envie d'accoucher sans péridurale, mais en fait, tu es très seule pendant ton travail. Et puis ton mec aussi, il est pas très sympa, ça peut lui casser un peu les couilles que tu cries, parce qu'il trouve que quand même c'est ton rôle et que tu devrais être capable d'encaisser. Et puis en fait, parfois, bah, l'accouchement, il se passe pas toujours très bien. Parfois, tu te retrouves à avoir une césarienne. Parfois, tu finis par demander une péridurale pour plein de raisons, et notamment parce que la péridurale, ça soulage en fait quand tu es vraiment au bout du bout du bout de ce que tu peux faire en termes de supporter la douleur, etc. Mais du coup, c'est un peu un échec parce que tu t'étais dit, ouais, moi, je vais accoucher sans péridurale et tout. Et en fait, tu ne le fais pas. Donc tu vis ça comme un échec alors que En bon, plus, ça l'important marche c'est souvent que moins bien, tu sais, quand tu, bah oui, quand tu as déjà la douleur qui est installée, bah enfin moi oui. des expériences que j'ai vues en maternité, c'est que ça marche quand même moins bien la péridurale quand c'est après avoir eu la douleur à fond. Ouais, c'est ça. Déjà parce que tu es épuisé, en fait. Tu es dans un Oui, état bah, oui, oui. d'épuisement intense, en fait. Tu es vraiment très, très, très fatigué. Et puis parfois, ça part en césarienne alors que tu aurais voulu accoucher voix basse et donc tu es déçu. Enfin, il y a tout un espèce d'enjeu aussi à bien accoucher, à être une bonne accoucheuse. Et puis au moment de vraiment d'accoucher, en fait, il peut y avoir, je suis désolée, sans trop rentrer dans les détails, en fait, très régulièrement, l'immense majorité des femmes ont des plaies, en fait, après la naissance du bébé. Alors la plupart du temps, c'est pas des plaies qui sont très graves. On les suture et puis ça cicatrise en quelques semaines. Il n'empêche que dans les suites, vous n'avez pas dormi depuis 2 jours, il y a votre bébé qui est là, vous êtes en effluve, etc. Vous pouvez avoir la montée de lait aussi. Parfois, l'allaitement, c'est pas inné, hein. L'allaitement, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui vous explique comment faire, comment mettre votre bébé au sein. Ça peut faire mal au début, ça peut mettre plusieurs semaines à vraiment rouler. La montée de lait, vous vous retrouvez avec des seins comme ça, durs comme de la pierre, ou juste le toucher, ça vous donne envie de crier. Vous avez une plaie au périnée au point qu'elle est urinée, c'est l'enfer. Je vous laisse expliquer ce que c'est. Oui, on Voilà. croirait une militante pour que les meufs aient pas d'enfants. Mais non, pas du tout. Non, mais en
plus, si vous voulez, mais en fait, Tu je trouve que expliques à tableau, t'es sans faire et tout. beh, Tu des non, douleurs ce tout que le je veux temps. mais en fait, tous ces trucs-là qui font partie de la naissance, ils pourraient beaucoup mieux se passer s'il y Bien avait un sûr. bien meilleur accompagnement, en fait. Et le fait de ne pas dire ça empêche enfin, je veux dire, les femmes, elles se retrouvent face à ça, personne leur a dit. Et il y a des petites techniques même pour aller uriner et tout, pour avoir moins mal. Il y a plein de manières. Il y a moi, ce que j'arrête pas de dire, si autour de vous, il y a des gens qui vont avoir des bébés et force à eux, moi en plus, mais je suis trop contente d'avoir eu mes enfants, j'adore les bébés et tout, enfin, il y a pas de problème là-dessus. Et voilà, à chaque fois que j'ai, un pote ou une pote, qui a son bébé, voilà, je suis trop contente, ça me met les larmes aux yeux et tout. Bien sûr que c'est super, enfin et si vous voulez pas d'enfants, n'en faites pas évidemment, hein. Mais tout ça pour dire que en fait, si vous avez des gens autour de vous qui vont avoir un enfant, moi, mon conseil perso, le meilleur cadeau de naissance que vous pouvez leur faire, plutôt qu'acheter, une énième tenue, en 6 Terre de mois, France, ouais, Terre de France, un body Terre de une France gourmette ou Terre de France. voilà, une gourmette ou un doudou et tout. Alors après, demandez aux gens, peut-être que les gens, ça leur fera très plaisir le doudou. Mais en fait, le meilleur truc que vous pouvez faire, c'est arriver chez les jeunes parents, s'ils sont OK, hein, bien sûr, et leur proposer de leur faire quelques heures de ménage, d'aller leur faire des courses. Vous leur demandez quel est leur plat préféré, vous le cuisinez maison, vous leur proposez de le congeler. Heu, si, il y a, un enfant plus grand, par exemple, bah, peut-être que les premières semaines, ça peut être cool de proposer: «Bah, écoute, je prends, Timothée, cet après-midi, si tu es OK, je l'emmène au ciné, comme ça, toi, tu peux te reposer avec le bébé». Enfin, ça, c'est des vraies aides, en fait. Je parlais du fait avant, probablement qu'on avait une gestion beaucoup plus collective des enfants. Moi, je pense que c'est un enjeu politique global de repenser le fait que la périnatalité, etc., ça devrait se jouer en collectif, en fait, et qu'il ne faut pas laisser les jeunes parents, et particulièrement les jeunes mères seules. Il y a vraiment un côté médico-médical, parce que là, je vous en ai pas parlé, mais il y a des fois où les équipes d'obstétrique, etc., sont extrêmement brutales. Moi, j'ai eu la chance de pas vivre ça. J'ai eu des équipes qui étaient super, mais j'ai eu des accouchements très durs, voilà, avec des complications qui peuvent arriver, hémorragie, etc. Et donc, ça reste des expériences qui peuvent être lourdes, bien que je suis ravie et que moi j'ai la chance d'aller bien et que mes enfants aillent bien. Mais il faut vraiment, on ne peut pas penser, la maternité et cetera, sans penser ça. Sans penser, le la difficulté que ça peut être, pour, les jeunes parents et particulièrement pour les jeunes mères. Parce qu'en fait, oui, OK, c'est naturel, c'est machin, tout ce qu'on veut, mais en fait, ça reste difficile. Et moi, je me mets à la place d'une jeune femme comme ça, qui a plein de préconçus que je vous ai expliqués dans la tête avant et qui se retrouve à vivre ça, alors que c'était pas prévu et qui n'a pas d'espace pour pouvoir dire que c'est difficile et qui n'a pas de soutien, notamment de son conjoint et cetera. Mais c'est l'enfer, en fait, et c'est l'enfer, du coup, de nouer du lien avec son bébé, de se sentir épanoui dans sa maternité, ou dans sa parentalité, voilà, enfin, c'est un vrai enjeu politique de parler de ça et on pourrait ne pas faire un truc aussi maltraitant que ça, notamment par, une gestion plus collective de tout ça, mais pour que vous ayez, des potes, de la famille et tout, qui a du temps à vous consacrer quand vous venez d'avoir votre bébé. Ça veut dire qu'il faut aussi penser des sociétés où peut-être qu'on travaillerait moins, pour avoir plus de temps, pour passer du temps à faire d'autres choses que travailler pour un patron. Et par exemple, passer du temps auprès de ses proches quand ils en ont besoin, nos proches malades, nos proches qui viennent d'avoir un bébé. Enfin voilà, c'est des trucs de pensée politique globale. Alors Virginie Vota ne va pas du tout aller jusque-là. Évidemment, moi, ma take, c'est que c'est la droite qui tue la famille, hein, parce qu'en fait, ces rapports-là, le fait, si on avait une sécurité sociale alimentaire, des logements dans un système communiste, c'est ce qui serait, hein, assurer le logement, le chauffage, les salaires, etc. Enfin, voilà, un niveau de revenu correct pour tout le monde. Ils ne se poseraient pas ces questions-là sur les tradwives. On pourrait de nouveau recréer du commun et notamment du commun pour accueillir les enfants de notre société. Moi, je comprends qu'on ne veuille pas avoir d'enfants. Par contre, je pense qu'à l'échelle d'une société, nous sommes tous responsables des enfants qui existent. On a tous forcément des enfants dans nos vies, nos voisins, dans notre famille, dans notre village, dans notre quartier. Enfin, voilà. Et repenser un peu des visions plus collectives, et ça passe par des décisions concrètes, matérielles, et dans un système capitaliste, ce n'est intrinsèquement pas possible. Moi, les droitards qui pensent, voilà, les histoires de natalité, et cetera, en pensant que c'est les wokisme et machin truc, enfin, je suis désolée, mais la Corée du Sud, le Japon et la Hongrie, c'est pas le wokisme, hein, pas du tout. Ils ont des taux de natalité catastrophiquement bas. Enfin, je veux dire, la Corée du Sud, le taux de natalité, c'est 0,77 enfants par femme. Alors moi, je suis pas pour qu'on force tout le monde à avoir des enfants et tout, mais il faut vraiment penser qu'à l'échelle d'une société, quand le taux de natalité est à 0,77, c'est quand même chaud de pouvoir s'organiser.
Et pourquoi? Eh ben, peut-être que, il faudrait qu'on arrive à penser une société où on a un rapport beaucoup moins brutal les uns avec les autres et que le capitalisme intrinsèquement entraîne ça. Excusez-moi, je fais mon laïus, mais vraiment, toutes les meufs de droite qui faites ces conclusions-là, vraiment, moi, je ne peux que vous inciter à aller jusqu'au bout de votre pensée. Comment peut-on penser un système qui soit protecteur pour tout le monde? Pour les jeunes mères, pour les femmes qui ne sont pas mères et qui n'ont pas envie de l'être et qui ont le droit, pour les hommes, pour les enfants, etc. Comment vous voulez penser un système comme ça dans un système capitaliste avec le niveau de brutalité qu'il y a sur les difficultés d'accès aux soins, à l'éducation, à la santé, enfin, ça je l'ai déjà dit, à la nourriture, au logement, au chauffage, etc., etc. Ce n'est pas possible dans votre système capitalisme de merde, en fait. Voilà, Ouais, mais désolée. non, mais c'est vraiment réel, hein, ce que tu racontes, parce que moi je vois notamment des droitards, tu sais, qui sont un peu en mode oui, faites des enfants, mais bon, ça va, parce que eux, c'est des influenceurs et tout, qui gagnent leur vie et tout sur YouTube ou des trucs comme ça, donc qui ont de la thune, tu vois, ils s'en foutent, mais la réalité, c'est que tu prends même quelqu'un comme moi, tu vois. Mmh. Je veux dire, j'ai un salaire, voilà, je veux dire, je suis pas migrant clandestin à gagner 500 balles par mois, tu vois. Mais rien que le fait de tu fais des études et tout, moi, tu sais, interne, tu une obligation de bouger tous les 6 mois, Mmh. entre différentes villes et tout. C'est très, très compliqué de faire des gamins quand tu sais pas où tu seras dans 6 mois, tu vois? Sauf qu'aujourd'hui, avec le précariat, généralisé, avec, des boulots en intérim qui sont à la fois mal payés et qui sont pas rassurants, avec, les loyers qui sont hauts et tout, c'est très compliqué de faire des enfants et c'est vrai qu'en fait, il y a une question sociale derrière le fait de faire des enfants qui est que les gens, c'est pas qu'ils veulent pas faire des enfants, c'est qu'ils peuvent pas faire des enfants ou qu'ils se disent Oui. qu'ils ont pas envie que, leurs enfants vivent dans un appartement de 40 carrés avec, un daron qui sait pas trop, qui sait pas trop comment il pourra ou une daronne qui sait pas trop comment il pourra finir à la fin du mois, tu vois? Et Mmh. ça, les droitards, ils sont incapables de le penser, tu vois? Alors que c'est vraiment le truc principal. Autour de moi, ce que j'entends, c'est des gens qui encore, moi, je suis pas dans un milieu où, je veux dire, c'est les gens que je côtoie, tu vois? Ils ont de quoi vivre, tu vois? Mais tant que tu sais pas exactement où tu vas vivre, que tu as pas, certain nombre de mètres carrés et tout, c'est compliqué quand même de s'imaginer avec un, 2 ou 3 gamins, tu vois? C'est quand même pas pareil que, quand tu commences à avoir, comme dans les années 60, tu sais, 2 jobs, avec un CDI, que, les crédits sont bas et que tu as pu acquérir ta maison ou alors que les loyers sont bas et donc du coup, tu te dis: «Bon, bah, voilà, les loyers sont bas, de toute façon, si mon appart ou ma maison, elle est plus libre, je pourrais en prendre une autre». C'est vraiment Mmh. ça qui est important et donc la question sociale, elle est centrale, en fait, dans l'histoire de la possibilité de faire des enfants. Et encore une fois, moi, je m'en fous que les enfants, je suis pas là pour en disant il faut être full nataliste et que tout le monde fasse des enfants, mais je veux dire, les gens qui veulent faire des enfants, et je pense que c'est quand même beau de faire des enfants, de pouvoir transmettre, de pouvoir voir quelqu'un grandir et tout, de l'aimer, de lui enseigner des choses, tout, c'est quand même une expérience humaine, je pense, qui est un peu exceptionnelle, tu vois? Mais c'est quelque chose qui n'est possible que dans certaines conditions et que, justement on essaie d'omettre, notamment quand, tu sais, quand Macron, disait: «Oui, on va faire un bilan de fertilité à tout le monde». Mais c'est quoi cette connerie? Genre les gens, c'est pas qu'ils sont pas fertiles, c'est qu'ils Mmh. décident sciemment de pas faire d'enfants, parce qu'aujourd'hui il y a des moyens de contraception, ou même il y a l'avortement ou des choses comme ça, parce qu'ils se disent qu'ils peuvent pas faire d'enfants, en fait, tu vois? C'est pas une question de fertilité, tu vois? Ouais, ouais, puis je vois dans le chat et tout ça, faut dramatiser la question de la natalité et tout, mais moi, au-delà de ça, moi, j'ai envie de dire, il y a plein de gens qui ont envie de faire des enfants. Comment on crée une société où pour les gens qui ont envie de les faire, ça ils puissent les faire dans de bonnes conditions et après ce que tu disais sur le fait de faire partie de la vie d'un enfant, de le voir grandir et cetera, ça, c'est aussi des choses qu'on peut vivre sans faire d'enfant soi-même, bien sûr. Enfin moi, dans la vie de mes enfants, il y a plein de gens qui sont Bien présents, sûr. qui sont pas leurs parents. Il y a, bah, leurs grands-parents, bien sûr, bah, parce qu'on a la chance, de les avoir, mais il y a, mes amis. Mes amis ont un rôle important dans la vie de mes enfants. Ils et elles les ont vus grandir, les oncles et tantes, enfin voilà, il y a plein de gens dans la vie des enfants et c'est chouette justement et voilà, il faut qu'on arrive à penser des sociétés qui soient plus collectives et moins brutales. Je le redis, mais vraiment, je ne sais pas si Virginie Vota verra ça, mais je pense qu'il faut peut-être aller au bout de la réflexion et de tout ça pour comprendre vraiment quels sont les enjeux derrière. Et voilà, force à tous ceux qui veulent avoir des enfants et faisons des sociétés pour pouvoir les accompagner. Et force à tous les enfants de notre société, desquels nous sommes tous responsables de toute façon, même si nous décidons nous-mêmes de ne pas en avoir. Le chapitre de sa vidéo s'appelle quand même «Libération de la parole». On croirait vraiment une vidéo de woke, hein. Mais bien sûr. Par un système dit patriarcal,
Mais en tout cas, il y a effectivement un système qui cherche à faire rentrer les femmes dans certaines cases, des rôles qui sont un petit peu étroits aujourd'hui et qui ne sont pas forcément les plus épanouissants. C'est à chacun de faire son choix. Et j'ai volontairement recherché la polémique parfois From naturalisant, tout chacun faire son choix, Bah oui. libéralisant. Hein. Oui, c'est ça. Je te dis pour bientôt, remettre les choses encore quelques années et on la récupère. en perspective, pour provoquer des réactions. Évidemment, c'est toujours le but sur une chaîne YouTube, mais aussi pour remettre certaines idées en question. Bref, les sujets, ils sont extrêmement vastes, et pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que je ne peux plus me qualifier d'antiféministe parce que je n'adhère plus à l'idée que la femme et l'homme réalisent leur plein potentiel, le potentiel de féminité ou de virilité, au sein de rôles traditionnels. D'ailleurs, c'est un carcan que j'ai pas mal ressenti. Oh là là, en vrai, c'est un banger. Hein. C'est un Ouais, banger. t'as vu? T'as vu? Si on voulait aller plus Après, loin, on pourrait même dire les femmes et les hommes, parce que la femme et l'homme, c'est vraiment très essentiel. bah oui, bien sûr. Sur mon compte Instagram où je partage des stories et des publications sur plein de sujets différents qui vont de mon blog beauté, de la cuisine, de ma boutique de robes vintage, de psychologie, de lecture aussi. Ah ouais, on croit vraiment une woke de LV, tu sais. C'est ça. À savoir ça, que c'est ça. certaines personnes m'ont dit mais Virginie, Tu sais, j'aurais fait des réels en friperie et tout. C'est ça. Elle partage ses stories sur ses meilleurs brunchs vegan. Exactement, des petits, ma meilleure salade de quinoa. tu es une femme traditionnelle catholique, comment tu oses porter des manches courtes, comment tu oses parler de maquillage, C'est bien pourquoi tu fait ne casser les montres pas couilles, hein. plutôt ton quotidien d'épouse. Ouais, les mecs te cassent tellement les couilles. Bah oui, T'as la elle doit meuf, se faire. sincèrement, c'était limite une néo-nazie, tu vois. Genre la meuf, c'était vraiment l'extrême droite. Vénère, Civitas, Conversano et Ouais. tout. Et t'as des mecs qui sont là. Pourquoi est-ce qu'on voit tes poignets Mais c'est bon quand même, T'as tu de mets des l'eyeliner tu mets des manches courtes, et tu parles de rouge à lèvres. N'as-tu pas l'impression d'être une catin? Oh la pauvre, hein, putain. Mère au foyer, avec des enfants, etc. Encore une fois, il n'y a que les idiots qui ne se remettent pas en question. C'est grâce à l'expérience que l'on évolue, en gardant un esprit critique. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire de reconnaître que l'on ne partage plus les mêmes idées au fil du temps, parce qu'on a eu la capacité d'évoluer, qu'on a fait des erreurs, mais que c'est grâce à ces erreurs que nous progressons. Ce que je voudrais que vous en reteniez, c'est que je suis beaucoup plus nuancée par rapport à tous les propos que j'ai pu tenir sur les sujets relatifs à la féminité et au féminisme. Il y aurait beaucoup d'autres choses à développer ou à aborder, peut-être que j'ouvrirai une boîte à questions. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et peut-être à très bientôt sur mon blog, mon Instagram ou ma boutique de robes vintage. Let's go, Virginie Vota. Ouais. Putain, les commentaires sont désactivés. Ouais, mais je pense qu'elle a pris trop cher, à mon avis. Putain, À les mon avis. commentaires sont désactivés, quoi. Alors du coup, si elle part en mode Némésis, ce qui est possible vu qu'elle l'a cité là, voilà. Donc Némésis, en fait, tu vois, c'est vraiment des meufs, elles vont mettre au service, enfin, elles vont faire des constats de violence, etc. Alors elles vont mettre quand même un prisme particulier sur les violences sexuelles dans l'espace public commises par des hommes noirs et arabes. Ça, c'est quand même vraiment leur prisme particulier. Mais elles revendiquent beaucoup le fait de relayer aussi des histoires de violence qui sont commises par des hommes blancs. Ce qui est vrai, parfois elles le font aussi. Alors elles ont quand même tout un militantisme sur les personnes sous OQTF obligées de quitter le territoire, enfin voilà, violeurs étrangers dehors, etc. C'est-à-dire alors, de déporter complètement le débat, parce qu'en fait, quand on met le focus là-dessus, ça invisibilise toutes les violences dont vient de parler Virginie Vota, qui sont l'immense majorité des violences du quotidien. Les violences conjugales, sexuelles ou pas, les violences obstétricales, le harcèlement sexuel au travail, le fait, toutes les discriminations sexistes, le fait de devoir assumer à la fois le travail domestique, le travail salarié, etc., etc. Tous ces trucs-là, ça l'élude quand tu parles de ça. Et un discours comme celui de Virginie Vota peut, s'il ne se politise pas, c'est-à-dire s'il ne se pose pas la question du mécanisme de ces violences et de comment on crée du coup des structures qui ne génèrent pas ça, partir vers un truc, tu vois, juste de constater le problème et ensuite de se recentrer sur un truc très naturalisant, de nouveau très essentialisant, différentialiste, etc. Donc il va falloir voir comment elle évolue. Moi, ce que je note quand même, c'est que jamais elle ne parle ici, là, dans ce truc-là, de blanchité,
d'origine des agresseurs, etc. Jamais. Mm. C'est pour ça qu'il va falloir suivre ce qu'elle dit, parce qu'en fait, peut-être qu'elle va pas s'orienter vers ce chemin-là. Alors que Némésis, vraiment, il y a vraiment un sous-texte profondément identitaire et raciste, etc. Profondément. Et elles sont... Némésis, c'est à se demander si elles sont féministes. C'est-à-dire que Oui, moi, quand j'entends Némésis, je les ai jamais entendus, ou quasiment jamais entendus, tenir un propos féministe qui ne soit pas pour pointer du doigt des Noirs et des Arabes. Donc c'est alors en pour ça en fait, fait que c'est un peu non mais tu sais c'est comme si tu avais un discours ouais où tu pointes le problème de la sécurité, tu vois, tu dis ouais moi je m'intéresse à la sécurité et tu pointes que des agressions des Noirs et des Arabes, tu vois. Bah là c'est exactement pareil avec Némésis, tu vois. ouais, ouais. Alors en fait, tu peux les entendre dire des trucs comme ça quand elles débattent avec des gens de droite, en fait, au sein des sphères de droite. Parce que là, du coup, bah, le racisme, tout le monde est d'accord avec ça, donc elles se battent pas là-dessus. Et là, du coup, c'est là que tu peux les entendre tenir des discours. Toutes les femmes ne doivent pas forcément être mères. Alors elles le disent, genre, il y en a, elles sont trop traumatisées pour être de bonnes mères, donc vaut mieux qu'elles ne le soient pas. Les femmes peuvent aussi faire des carrières. Elles sont trop woke Euh, pour être mères. voilà, et donc ça va être un truc du genre, nous aussi, on peut monter des entreprises, etc. Un truc très, en fait, droite libérale bourgeoise, tu vois. Mais voilà, tu peux quand même les entendre, les sortir un peu du racisme, mais sur leur discours médiatique et principal. C'est vraiment ça qu'elles vont dire. Et après, elles, la réponse qu'elles ont à donner aux violences, par exemple, c'est violeur étranger dehors, violeur français en prison toute la vie, tu vois. Bon, ce qui est une illusion complète de la gestion des violences sexuelles, on en a parlé plein de fois, mais en fait, dans les faits, moins de 10% des victimes portent plainte, 94% des plaintes sont cassées sans suite. Et il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'envoyer leurs violeurs toute leur vie en prison, notamment parce que la grande majorité des violeurs sont du cercle proche et que vous n'avez pas forcément envie d'envoyer en prison à vie le père de vos enfants, par exemple. Et donc, on peut être pris dans des choses complexes et compliquées. Alors, moi, chez Némésis, je pense qu'elles sont plus cons que Virginie Vota. Je pense que Virginie Vota est moins con, sincèrement. Bah oui, Euh, oui. je, Non, mais je veux vraiment voir comment elle va évoluer, etc. Mais vraiment, Némésis, enfin là, il y a des meufs genre Mélissa, Mathilda, parce que là, ils essayent de faire popper un peu d'autres figures que Alice Cordier. Mais elles sont débiles, mais c'est un truc de fou d'être con comme ça. Alors moi, enfin vraiment, Némésis, mais formez vos militantes. En fait, c'est gênant quoi d'être bête à ce point. Voilà, donc et elles vont prendre la parole sur des trucs genre, je sais plus si c'était Mélissa ou Mathilda là qui avait sorti un truc du genre, ah ben moi je dois me payer mes lunettes et on rembourse les opérations pour les trans. Enfin, c'est vraiment mais d'un niveau, mais le niveau -8 de la réflexion. Putain, on croirait entendre Damien Rieu, quoi. Enfin, vraiment débile, débile, débile. Formez vos militantes, putain. Je suis désolée, mais moi, j'en ai marre, en fait, de devoir m'opposer à des gens aussi cons. Pour nous, c'est compliqué, hein. Tous les gens de gauche, là, on n'en peut plus, en fait, que vous soyez si cons. Je suis désolée, c'est mon cri d'alarme. Pitié, Némésis, soyez moins bêtes. Essayez d'être des droitards de conséquentes, quoi. Formez vos militantes. Merde, c'est pas possible d'être aussi con. Pardon, c'était mon, c'était mon petit coup de gueule. Parce que vraiment, c'est gênant. En plus, en plus, vous faites passer. Ça rentre vraiment dans le truc. Les meufs sont des débiles, quoi. Je suis désolée, mais vous ne servez pas la cause, hein. Et donc, voilà. Et donc, Virginie Vota, je pense qu'elle est moins con. Et donc, il va falloir voir un peu l'expérience qu'elle a faite. Et puis, elle a fait l'expérience concrète de la maternité, etc. Ce qui, je pense, change aussi des trucs. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir eu des enfants mais pour ces meufs-là, qui ont ces visions-là du couple, etc., ça reste quand même une expérience concrète qui, je pense, te remet un petit peu les idées au clair sur ce que c'est que les structures de domination et la violence que tu peux subir. Ouais, voilà. On me Ouais. dit dans le chat, bah, c'est des droits tardés, quoi. Oui, je sais que c'est des droits tardés, je sais. Zoé a dit les meufs n'ont pas le droit d'être connes. Mais en fait, non, mais c'est qu'elles sont connes en mode caricature de connes, quoi. Vous voyez Suzanne dans Desperate Housewives, quoi. Vraiment, et c'est ça ça m'énerve. Mais bon, bref, après, en soi, que la droite soit nulle à chier, d'un côté, ça m'arrange. Mais ce qui me fume, c'est qu'elles sont non seulement elles sont nulles à chier, mais quand même hyper invitées dans les médias, etc. Moi, ça me termine, hein, ce niveau de médiocrité. Vraiment, je peux pas. Parce que Zoé, étant donné que c'est une bourgeoise médecin, elle considérait que les gens invités dans des médias, c'était des sommités intellectuelles, quoi. Elle n'avait pas compris l'idéologisation des médias. Là, je suis en train de comprendre qu'en fait, c'est vraiment c'est les gens les plus cons. Mais tu sais, moi, Elle pense pendant que quand longtemps, De Chavannes est invité pour, avec Léa Salamé, interviewer des politiques, c'est parce que De Chavannes, il est compétent, quoi. mais tu sais, moi, je pensais sincèrement que les gens qui prenaient la parole sur Internet, c'était des gens qui bossaient beaucoup, tu vois. Enfin, je me dis, si tu as envie d'aller prendre la parole et tout, tu te fais quand même chier, enfin, à lire des trucs, à mettre en Moi, c'était balance ce que tu un penses. moteur hein, pour aller sur Internet, de voir que les gens étaient nuls, hein. Bah ouais, moi, ça me fume, en fait, hein. Notamment les droitards, hein. Notamment pas du stream, tu vois. Parce qu'autant pas du ring, c'était un truc travaillé, tu vois. Mais pas du stream, je me suis dit, bon, bah attendez,
Les gars, genre psychodélique, tu vas pas me dire qu'il connaît mieux les sujets qu'il aborde que moi quand je les aborde, tu vois? C'est Bah, évident que c'est faux, tu vois? Donc du coup, ça m'a, invité, tu vois, à y aller, tu vois? mais Psychodélique a pas monté un collectif militant. Putain, tu un collectif militant qui est hyper exposé médiatiquement et tout, et tu ce niveau-là de connaissances théoriques et de réflexion, mais c'est consternant, en fait. Enfin, c'est la honte, quoi. Moi, j'ai honte pour vous, hein, vraiment, hein. Bon, Il y bref, voilà. a, Virginie Donc Vota qui a Virginie, fait moi. un petit post dans l'onglet communauté, Ah, où elle dit, «J'ai décidé de fermer l'espace commentaires sous ma dernière vidéo hier. En effet, vos réactions ont été irrespectueuses. Vous avez mmh. confondu cet espace d'expression avec un défouloir, je ne tolère pas le manque de courtoisie. La majorité des commentaires comportaient des propos insultants envers la gente féminine. Ah! Il s'en exhalait beaucoup de souffrances affectives, de frustration, de colère et un sentiment de trahison. Cela dessert également vos propres idées. Beaucoup n'ont pas écouté plus de 4 minutes 10 de la vidéo et ils se sont fourvoyés. Ce n'est pas parce que vous adoptez un pseudonyme sur Internet qu'il est acceptable de déverser son flot d'émotions négatives sans réfléchir ni écouter par avance l'intégralité du propos tenu en face. Cela ne vous rend pas crédible non plus. Je n'ai donc pas pris tout cela personnellement. Toutefois, un créateur de contenu n'appartient pas à sa communauté. Il est une personne indépendante, libre de ses idées. Ici, mon objectif n'est pas de répéter comme un robot ce que vous attendez. J'ai souhaité mettre à jour l'évolution de ma pensée en toute franchise, qu'elle vous plaise ou non. Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Je n'exclus pas de mettre en ligne d'autres vidéos à l'avenir si j'ai envie de partager sur certains sujets tels que la féminité, l'élégance. Vos suggestions sont les bienvenues. Ben, moi, je veux des trucs sur sur la féminité, je veux des trucs politiques. L'élégance, bon, c'est bien, mais après, si elle a envie, elle fait ce qu'elle veut. Mais voilà, des trucs politiques, ça pourrait être intéressant pour qu'elle clarifie justement les lignes. Merci à tous ceux qui ont suivi la chaîne pendant toutes ces années, même s'ils sont aujourd'hui désabonnés. Merci à eux pour ce choix. Je vous souhaite une très bonne journée. Bah, écoute, on va voir l'évolution. Alors encore une fois, bon, souvenons-nous d'où elle vient et tout, méfiance, hein. Et puis, moi je suis, la vidéo Pas d'Origins est sortie, allez la voir les amis, mais moi je suis pas du tout pour un truc genre, si tu as eu, de mauvaises positions, tu es puni à vie et tout. Mais là on parle quand même de l'extrême droite identitaire la plus hardcore, la plus racialiste et cetera. Enfin, c'est pas rien. Donc en fait, si elle a une évolution sur ces sujets-là, bah, moi je suis pour, hein, les parcours où on change d'opinion et cetera. Mais pour changer d'opinion, il faut avoir un regard critique sur les opinions qu'on a eues avant. Là, elle en parle sur le féminisme. Moi, j'aimerais bien savoir voilà, comment elle se positionne sur le contenu qu'elle a fait avec Daniel Conversano, par exemple, qui est quand même, enfin, je veux dire, un néo-nazi, en fait. Bon, voilà, Puis faut attends, voir tout ça. on peut. Enfin, c'est différent de ma vidéo, tu vois, dans le sens où moi, non pas, bah évidemment, moi j'étais pas du tout à ce niveau-là de droitardisme qu'elle a été, mais la différence, c'est que moi, j'étais pas militant, tu vois, quand j'étais confus. C'est une grande différence. Moi, Oui, quand j'ai oui, oui, commencé à oui. faire des Oui, vidéos oui, sur oui. Internet, j'étais déjà de gauche, tu vois. Oui, 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 oui. J'ai jamais fait des vidéos à l'époque où j'étais confus, tu vois. Et Mm, même tu peux changer, hein, tu peux faire des vidéos confuses et changer, il y a pas de souci, tu vois? Mais ouais. c'est quand même vachement différent d'être un mec dépolitisé qui regarde des vidéos sur YouTube que d'être un type qui est un créateur de contenu, confus, tu vois? C'est pas la même chose. Mm. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Oui, oui, parce que c'est pas la même chose, tu as raison, hein, le public qui peut regarder ça, où tu as plein de gens qui sont pas convertis, etc. Et un militant pur. Après, je te dis, Virginie Vota, elle était vraiment sur, enfin, tu vois, sur des positions. Elle parlait surtout de conditions féminines, etc. Bien qu'elle ait dit des dingueries. Enfin, moi, j'ai vu une miniature sur le droit naturel. Alors, je l'ai pas L'ordre regardé. naturel. Ouais, j'ai pas regardé la vidéo, mais je sais La pas si ça miniature, elle me parle de. parle en allemand, hein. Ah bah oui, oui, la miniature te dit que le travail rend libre en allemand, mais clairement, je sais pas si elle parle de Carl Schmitt dedans et tout, mais waouh, moi je vois ça, j'ai vraiment un énorme red flag qui se lève, quoi. Donc voilà, encore une fois, il va falloir voir comment elle évolue, Virginie Vota, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment des expériences concrètes de vie peuvent te transformer, et particulièrement tes expériences concrètes liées à la féminité, les histoires de maternité, etc. C'est des vrais sujets. Euh, voilà, moi je développerai un jour pourquoi les takes sur la droite tue la famille, etc. Parce que vraiment, j'en suis persuadée, la droite tue la famille, je le redis, hein. Et il y a, je pense, un enjeu politique à penser la famille à gauche au XXIe siècle et dans le contexte dans lequel on est, qui permettrait d'améliorer la vie de beaucoup, beaucoup de gens, je pense, y compris les gens qui n'ont pas d'enfants, remettre du collectif dans tout ça. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le contenu de gauche qui parle de famille et tout, ça va souvent être justement un contenu, qui est en continuité avec ça, en mode,
Montessori, Oui, machin et tout. Et du coup, c'est un truc à bon fond, hein, je dis pas l'inverse, mais qui peut facilement aussi glisser dans des trucs un peu naturalisants, tu vois. ouais, avec Et une puis qui est un privilège pression de classe, hein, parce que tout le monde ne et peut une pas élever son gamin pression. jusqu'à 3 ans en s'arrêtant 3 ans pour lui faire un éveil et puis après le mettre dans une école payante Montessori, tu vois. Évidemment, et la pression que ça met sur les parents et particulièrement sur les mères, la pression que c'est un délire aussi, hein. Excellent bouquin de Béatrice Kremer là-dessus, si ça vous intéresse, sur l'éducation positive, etc. Une vision vraiment, une critique par la gauche et par le féminisme de cette approche-là que vraiment je vous conseille, excellent. Et il y avait une série de méta de choc dessus aussi. Et moi, je pense que j'en reparlerai parce que c'est des sujets qui, je pense, sont éminemment politiques et dont on ne s'empare pas assez à gauche, et notamment quand on est marxiste, communiste, et qu'on a envie de changer le monde, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Et ben, du coup, allez voir ma vidéo sur la chaîne principale où je raconte mon parcours et moi je raconte comment je suis devenu woke. Là, je vous lis en direct le dernier commentaire que j'ai eu. C'est un mec qui met: Et tu es devenu une baltringue d'islamo-gauchistes qui lèche le cul des racialistes, des indigènes de la République. Trois petits points pathétiques. Donc voilà, si vous voulez voir comment je suis devenu de droitard à woke, allez voir cette vidéo qui s'appelle Mon passé droitard. Je vous dis tout sur la chaîne Paduring, PAS, plus loin DUHRING. Je vous la mets de toute façon dans la description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Dr Zoé, Zoé-YT. Et puis on va envoyer du lourd cette année, Zoé et Yes. moi, que ce soit tous les deux en live ou sur nos chaînes respectives. Et puis n'hésitez pas évidemment à donner sur le Tipeee pour financer le montage de Zinzin de la dernière vidéo, les miniatures et puis tout ça. Et Zoé, t'avais quelque chose à dire? Oui, juste comme à chaque fois qu'il y a un nom à consonance saxonne, je l'ai écorché. Donc c'est Béatrice Kammerer, K-A-2-M-E-R-E-R. Quel Excusez-moi. racisme. Voilà, je suis désolée. Et donc voilà, effectivement, 2025, on a plein de projets. On a envie de faire des tas de trucs. On espère que ça va vous plaire. On a envie de militer fort parce qu'il y a une urgence politique à le faire. Merci beaucoup de nous donner les moyens, notamment qu'on puisse essayer de faire tous ces trucs. Mm. Et, On et bah, rappelle qu'on ne se écoutez, paye pas, hein. Je veux dire, le Tipeee, ah non, vous donnez sur oui, le oui, Tipeee. Plus vous donnez sur le Tipeee, plus on fera de trucs. Mais de toute façon, ça ne nous oui, changera oui. pas notre rémunération à la fin du mois. D'ailleurs, parfois, j'ai le seum, hein, parce que, étant, moi, je suis pas un grand bourgeois comme Zoé. C'est-à-dire que moi, j'ai un salaire qui varie beaucoup. C'est-à-dire que je crois que je gagne 1006 de base. Moi Mais aussi, hein. j'ai. Non, c'est faux. C'est absolument faux. Si, si, de Tu fait. gagnes 1006 de base, toi aussi? Non, je dis j'ai des variations, notamment parce que le statut Ah, libéral, bah oui, quand t'as des on va variations. avoir Bah des oui, arrêts quand de on a des travail, variations c'est de entre la merde. 4000 et 10 000, d'accord, super. Non, pas du tout. Non, moins que ça. Non, mais le statut libéral, quand t'es malade, c'est de la merde. Bref, voilà. Mais bref, non, ce que je disais, c'est que je gagne 1006 de base, mais en fait, je fais des gardes, donc des fois, je gagne plus que. Je peux gagner jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 3000 si je fais 6 gardes dans le mois ou un truc comme ça, tu vois. Et puis, il y a des mois où je fais pas de garde et je gagne 1006, tu vois. Et donc, je vois le Tipeee et les revenus YouTube rentrer et je me dis, putain, j'ai 2-3 fois mon salaire qui rentre auquel je ne touche pas. Donc voilà, je suis un saint. Tout part dans l'association à but non lucratif pour payer le miniaturiste, pour payer le monteur, pour payer des caméras dernier cri pour Zoé, pour moi, des micros et tout ça, quoi. C'est ça, le mec a fait vœu de chasteté et vœu de pauvreté. C'est les restes de son passé d'enfant de cœur qui lui remontent. Mais voilà, non, le Exactement. Tipeee nous sert à financer les projets. Merci à tous ceux et les revenus YouTube aussi. Et merci à tous ceux qui font ça parce que ça va nous permettre de faire des trucs sur cette année. On a envie de faire des tas de trucs. Donc voilà, on est chaud. Ouais, carrément. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Et on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.